Bonjour à tous et bienvenue donc pour notre deuxième édition de Barbecue Ligue 1, donc le débrief du championnat de France de football en mode barbecue sur Radio Merguez & Co. De nouveau, nous accueillons Bob Linder. Salut Bob. Salut Christophe, salut à tous. Et un petit nouveau également nous rejoint pour cette deuxième émission, c'est Marco Verbatim. Salut Marco. Salut Christophe, salut Bob. Bon les amis, on a beaucoup de choses à dire sur cette deuxième journée de Ligue 1. Il s'est passé énormément de choses. Pour notre plus grand plaisir, j'en bafouille tellement c'était palpitant. Comme d'habitude, on prend les matchs les uns après les autres. Donc celui de vendredi, c'était le Lyon-Angers, donc à domicile. Et on peut dire la grosse claque, le 6-0 réglementaire de Lyon, avec notamment doublé de Dembélé et doublé de Depay et un excellent Aouar. Marco Verbatim, pour ta première, qu'est-ce qu'on peut dire? Lyon magistral? Alors ouais, c'était du gros Lyon. J'ai trouvé l'équipe assez impressionnante. Par contre, tu vois, tous les experts qu'on entend et qu'on peut lire qui commencent à se branler en mode ils vont jouer le titre. Faut se calmer un petit peu. Ils ont rencontré lors de la première journée une équipe de Monaco très faiblarde. Là, Angers, c'était il n'y avait pas grand monde. En plus, ils ont eu des gros cadeaux de la part de Butel. Donc oui, c'est bien, c'est en place, c'est solide, c'est plein de promesses, l'OL. Mais je trouve qu'il faut se calmer et attendre de voir sur la durée. Bob, toi aussi, t'es pareil. Tu penses comme Marco. Faut pas trop s'enflammer. Si, faut s'enflammer. Je pense que Lyon a 3-4 bons joueurs et s'ils sont épargnés par les blessures, ça peut faire une très belle saison. Après, faut pas oublier là qu'ils ont quand même joué Angers. C'est l'équipe solide dont on a parlé si bien la semaine dernière. Donc 6-0, c'est quand même un score exceptionnel. Ouais, alors effectivement, premier match contre Bordeaux. Alors bon, on va reparler de Bordeaux après, mais c'était aussi très faible. Mais on avait été séduit par Angers, notamment avec les deux recrues, avec Pereira Ladj qui avait fait un bon match. Là, contre Lyon, il a été invisible comme toute l'équipe. On peut dire que le fantomas quand même d'Angers, ça a été Butel. Je sais pas si vous avez vu les cagades, mais on n'est pas loin de la merguez cramée. Qu'est-ce que t'en penses, Marco? Ouais, complètement. Et cette équipe d'Angers avait vraiment pas besoin de ça. Je crois que Lyon a mis ses 6 buts sur 8 tirs cadrés. Enfin, c'était une boucherie. Et avec un Butel, en plus le capitaine qui fait des cadeaux pareils, voilà quoi, c'est ça derrière, ça déroule, etc. Donc une belle équipe de Lyon, mais une fois de plus, moi j'attends une vraie confirmation dans des chocs de Ligue 1 pour pouvoir me prononcer sur la viabilité de cette équipe pour jouer sérieusement le titre. Donc au minimum la deuxième place en tout cas. Mais sinon ouais, bien sûr, il y a des gros cadeaux qui biaisent un petit peu ce résultat. Là, on entend bien le supporter du PSG là. Qui parle déjà d'autres équipes pour la seconde place, mais bon. Ah, ça commence déjà à tacler. Ouais, non, mais pour l'instant, le PSG n'a rien montré. Lyon a largement plus montré que Paris, donc. Alors dans le jeu, je suis d'accord, mais bon, c'est le tube de l'été, c'est la deuxième journée, il y a pas de souci, ça joue bien, mais bon, faut attendre un peu quoi. Alors moi, Bob, j'aimerais bien qu'on parle un peu de Depay parce que on l'attend cette saison. Il a plus ou moins voulu partir cet été, mais aucun cadre européen ne s'est sérieusement penché sur son cas. Hier, vendredi, je veux dire, il nous a quand même sorti une prestation XXL, notamment sur le dernier but où il me semble il ridiculise Pavlovic sur un superbe dribble et ensuite il donne la balle en retrait magnifiquement à Jean Lucas. C'est l'année de Depay. Là, je rejoins ce qu'a dit Marco tout à l'heure. Il va falloir confirmer, surtout avec un joueur comme Depay, qui a des tendances à faire des performances très irrégulières. Maintenant, j'aimerais aussi insister sur le fait qu'il y a Reine Adélaïde aussi, qui a été vendu par Angers justement à Lyon, et qui a cruellement manqué au milieu de terrain. Voilà. Oui, d'accord, effectivement, beau transfert de la part de Lyon. Un peu cher quand même, quasiment 30 millions. C'est pas, pardon de te couper, Christophe, c'est pas si cher que ça en fait, parce que c'est un international espoir. Il est amené à évoluer avec Léa à moyen terme, et c'est un mec, c'est un peu le modèle de Lyon de faire ça, de prendre des Français très bons en niveau potentiel et de les bonifier. Et à mon avis, c'est le genre de mec qui vaudra le double dans 2 ans s'il poursuit sa progression de façon linéaire. Et je voudrais juste revenir 30 secondes sur ce qui a été dit par rapport à Depay. Oui, on sent que le mec est beaucoup plus concerné que l'an dernier. Mais il faut pas oublier non plus que Depay, c'est un mec qui a dit au milieu de la saison dernière qu'il estimait mériter de jouer dans un plus grand club que l'OL, un club du top 5 ou top 8 européen, je me rappelle plus exactement. Et bon, il s'entendait pas spécialement avec Genesio à l'époque. Et là, le mec, il arrive comme une fleur. Il y a Juninho, il y a Silvinho, et le gars, il retrouve ses esprits, il retrouve son jeu.
Donc je me méfie un peu au niveau état d'esprit de ce genre de mec. Mais après, bon, s'il fait le taf, tant mieux. Hein. Marco, on va terminer là-dessus. Tu nous parles de Genesio. Bon, il faut qu'on parle de Silvinho. Alors plutôt du duo Silvinho-Juninho. C'est quoi c'est le renouveau brésilien, c'est l'effet, la légende de Juni de retour à Lyon qui génère cet effet positif autour du club. Comment on peut expliquer là le fait que Lyon soit aussi irrésistible? Bah alors attends, c'est un peu trop tôt pour parler de ça. Je pense que là il y a un état de grâce logique. C'est un peu l'enfant du club qui revient. Mais bon, il faut quand même signaler que Ola, ça fait un truc très intelligent parce que si lui, il veut passer la main dans les années qui viennent, se mettre pour la première fois un vrai directeur sportif qui occupe l'espace médiatiquement et en plus un mec qui a vraiment, qui est l'emblème de l'OL des années 2000, c'est très malin de la part de Olas. Et donc maintenant, en déduire que c'est grâce à cet attelage brésilo-brésilien que l'équipe tourne bien, je pense qu'il faut pas non plus aller trop vite en besogne. Mais en tout cas, ça donne un projet qui est intéressant et qui est vraiment concret. Donc ça me plaît pour la Ligue 1. Au passage, je sais pas si vous avez vu le magnifique tifo des Bad Guns en l'honneur de Juninho. On parle régulièrement des supporters en mal et à juste titre pour certaines dérives. Il faut aussi les mettre à l'honneur quand ils font des belles choses. Et cet hommage à Juninho était quand même magnifique. Bob, tu l'as vu ce tifo? Je l'ai vu, ce tifo. En fait, ils répondent aux petits coups de pression que justement a mis Juninho sur les supporters lyonnais en leur demandant une ambiance digne d'un grand d'Europe. Qu'ils ont répondu gentiment en faisant ce joli tifo, c'est bien. Bon, parfait. Écoutez les gars, on est d'accord sur Lyon, on en parlera aussi donc en fin d'émission pour nos merguez d'or. Hein. Peut-être que Lyon sera dans les merguez d'or de cette journée. On continue donc avec notre deuxième journée et un match un peu bizarre, hein, Nantes-Marseille, donc un match nul 0-0 où on n'a pas vu grand-chose. Hein. C'était pas une belle promotion pour la Ligue 1, malgré quelques arrêts de Steve Mandanda en fin de match où Nantes aurait pu l'emporter. Marco, tu nous fais un petit débrief? Écoute, ouais, si tu veux, le débrief il va être rapide parce que, comme tu dis, c'est pas une bonne promotion pour la Ligue 1. Hein. On vend les droits du championnat, notamment au marché asiatique, une fortune. J'espère que la Chine a une coupure de courant dans tout le pays au moment de ce match, hein, parce que c'était une purge, on peut le dire. Et bon, après, on sait qu'au niveau de la préparation, au niveau du mercato, l'OM, voilà. Bon, on va peut-être parler de Benedetto aussi, hein, mais bon, enfin, il y a rien qui a été dans ce match, quoi. Et Nantes, voilà, bon, il faut leur laisser du temps. Gourcuff vient d'arriver, mais c'était vraiment triste, quoi. Vraiment, c'était pas un beau match. Et là-dessus, très très dur à voir. Bob, t'es d'accord? On est dans le barbecue cramé là aussi? J'ai vu que les 20 dernières minutes, c'était pas trop mal du côté nantais. Marseille a été sauvé par Mandanda, on s'est souvent moqué de lui. Il a quand même été excellent hier. Pour Marseille, pour le reste de l'équipe, c'est très inquiétant. Ils ont cruellement lutté pour maintenir leur cage inviolée à la fin du match et aucun fond de jeu. Je croyais qu'ils avaient bien joué la première journée. Au final, hormis tout balancer sur leur avant-centre, il n'y a rien. Donc c'est vrai que c'était une purge, mais je trouve que Nantes a correctement poussé à la fin du match pour pouvoir l'emporter, comme un match de Ligue 1 classique. Marco, tu parlais de Benedetto. Bon alors baptême du feu, enfin je sais pas si on peut dire vraiment baptême du feu parce que là c'était plutôt descente aux enfers pour Benedetto. Donc c'était son premier match avec Marseille, titulaire d'entrée. Payet lui donne le penalty. Alors Payet croit lui faire un cadeau, hein, croit lui dire bah écoute, tu veux te mettre le public dans la poche, bah tiens, tire le penalty. Et là il nous a fait une espèce de Beckham contre la Turquie où il a tué le pigeon qui passe au-dessus des cages. Enfin au-delà de ce penalty, il a absolument rien montré. Et je crois que le meilleur commentaire, c'est Palois qui le fait à la fin du match, où il est interviewé par les caméras de Canal+. Il dit, je crois que voilà, vous avez bien vu Benedetto, il a rien fait. Et d'ailleurs, c'est Palois qui est pas un mauvais défenseur. Hein, il est souvent moqué parce que notre ami, comment s'appelle-t-il, qui était qui faisait ses émissions humoristiques là, Julien Cazard, pardon, excusez-moi, se moquait régulièrement de lui. Bon, Benedetto, alors votre avis, ça va être la merguez de la saison pour Marseille? Marco? Moi, je pense que c'est encore trop tôt pour le juger. Moi, je pense que, alors, il rate un péno, ça peut arriver à tout le monde. Payet fait un beau geste, hein, de lui laisser le penalty. C'est sympa, effectivement, comme tu dis, ça lui permet de se mettre les supporters dans la poche et de bien démarrer, d'emmagasiner de la confiance.
Maintenant, il le frappe tellement mal. Enfin, j'espère que les cigognes à la Beaujoire avaient sorti le casque, hein, parce que c'est pas possible de frapper comme ça. Et c'est con parce que le mec, on le voit pas de tout le match. Il a l'occasion d'ouvrir son compteur, donc bon. Mais je veux pas l'accabler. Une fois de plus, voilà, on sait que le mec, il est très attendu, mais il faut quand même dire qu'autour de lui, ça bouge pas, quoi. C'est le cousin par alliance de Luis Gustavo. C'est enfin l'animation offensive à l'OM, elle fait peur. Donc je peux pas dire que le mec est nul ou qu'il est fort. C'est que le contexte n'est pas du tout propice pour l'évaluer de façon objective, quoi. Donc je sais pas ce que Bob en pense, hein, mais pour moi c'est trop tôt. Je partage entièrement ton avis, Marco. J'espère le voir dans de meilleures conditions d'un collectif marseillais la semaine prochaine. Et après, il a touché, je sais pas, moins de 20 ballons sur le match. Il a joué 75 minutes, il a raté un péno. C'est sûr qu'il n'est pas en confiance. J'espère que le Vélodrome va bien l'accueillir. Je pense que ça peut bien fonctionner. Après, encore une fois, on est sur une équipe de Ligue 1 standard qui joue avec une pointe devant, qui joue avec un bloc défensif bas et qui demande à son avant-centre d'être ultra performant. Alors quand le mec vient d'arriver et qu'il a pas fait un seul 90 minutes de la saison, bah, c'est compliqué. Ouais, mais bon, en même temps, excuse-moi de te couper, Christophe, par rapport à Benedetto, le Vélodrome a aucune raison de mal l'accueillir. Ils savent qu'ils ont galéré pour trouver un neuf. Si les gars le ciblent juste parce qu'il a raté un péno à Nantes, bon, je pense pas que, tu vois, c'est ça qui va se passer. C'est un public de connaisseurs et ils vont l'encourager, ils vont le pousser, ils vont lui laisser sa chance. Et après, le dernier truc qui m'a marqué sur ce match-là, c'est la réaction de Bradley Cooper, l'entraîneur de l'OM, quand il a vu que Payet laissait le péno à Benedetto, j'étais pas au courant et ça arrivera plus. J'ai trouvé que c'était un peu dur parce que bon, déjà ça fait un peu amateur, ça fait bon, on sait pas qui tire les pénaux et c'est les joueurs qui font ce qu'ils veulent, mais surtout bon, le mec, ok, il a raté, mais ce qui me gêne, c'est qu'il aurait rien dit si le péno avait été transformé en fait. Je suis pas sûr je suis pas sûr de ça en fait. Je pense que dans l'intimité du vestiaire, à mon avis, il en parle à son capitaine, il en parle à ses joueurs cadres pour dire, écoutez les mecs, vous avez fait votre sauce tout seul sur le terrain. Moi, je vous ai donné des ordres, je suis là pour les faire respecter, donc la prochaine fois, vous respectez mes ordres. C'est sûr que l'effet de jeu ont fait que, bah, de toute façon, ça a été une erreur. Alors, juste pour terminer sur Benedetto. Ok, c'est son premier match. À la fin du match, il est interviewé. Le seul truc qu'il trouve d'intelligent à dire, c'est les défenseurs sont plus vifs, sont plus rapides et sont plus physiques qu'en Argentine. Sachant que le mec n'a joué qu'en Argentine, qu'il a 29 ans, qu'il a été payé 16 millions par Marseille, tu te poses des questions. Hein, et quand il dit plus vif, plus rapide et plus intelligent qu'en Argentine, il parle de Palois. Donc bon, je pense que ça va être compliqué quand même pour lui en Ligue 1. Et on parle de Balotelli. Hein, Balotelli, on en parlait la dernière fois. Balotelli vient de signer à Brescia. Promu en Serie A, premier match avec l'OM, il claque un but. Alors ok, on n'a pas beaucoup vu du match, mais il a quand même claqué son but lors du premier match. Et il avait 3 entraînements dans les jambes, puisque à Nice, il était plus souvent au Macumba Night qu'à l'entraînement avec Patrick Vieira. Donc moi je suis très inquiet. Moi je suis très inquiet pour Marseille cette saison. Je vous le confie. Ce match à Nantes, c'est nul. Ça vaut rien, Nantes. Je sais pas ce que Gourcuff va faire avec Nantes, mais pas grand chose. En plus, Rongier veut partir à l'OM, donc c'est quand même ça le comble. Donc je vois pas ce qu'il va faire avec Sebrel, surtout sur un contrat d'1 an. Et puis Marseille, Bradley Cooper, tu me parlais d'André Villas-Boas. Le seul beau geste que j'ai vu de la part le seul beau geste de coaching, c'est à la fin du match, il a rappelé ses joueurs qui faisaient tous la gueule pour aller saluer les 500 supporters qui avaient fait le déplacement et qui les avaient encouragés tout le match. Voilà. Et les mecs sont venus en boudant pour saluer les supporters. Donc franchement, je pense que Marseille, la crise couve encore. Et elle couve déjà, tu veux dire, parce qu'on est au mois d'août, ça c'est quand même incroyable. Faut pas oublier que Nantes, ça fait quand même 4 ans qu'ils jouent avec une équipe de Brel, hein, et qui se sauvent alors que c'est improbable. Faut regarder leur effectif tous les ans, c'est quand même catastrophique leur équipe. Kita, il a un groupe de joueurs pros qui est vraiment nul, hein. Enfin, c'est vraiment clair, hein. Ouais, ça vaut du Amiens, quoi. Pour moi, Nantes, c'est du Amiens. On parlait d'Angers, ça vaut Angers, quoi. C'est dans ces sphères-là, quoi. Non, mais il y a eu des éclaircies, effectivement, avec Salah, paix à son âme, qui avait sauvé un temps l'attaque nantaise. Mais oui, c'est mauvais. Et puis le fameux jeu à la nantaise, je sais pas si vous avez vu cette interview de Gourcuff là où il nous raconte ses inspirations. Bah, je peux te dire, Coco Suedo, il est bien loin de ce qu'on a vu contre Marseille. Hein. Marco.
Je suis assez d'accord, pardon de te couper Christophe, sur ton analyse. Néanmoins, je te trouve un petit peu dur. Alors, Nantes, c'est nul en l'état, mais il faut quand même voir ce que Gourcuff va en faire. Parce que Gourcuff, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais c'est un mec qui a toujours fait jouer ses équipes avec les moyens dont il disposait. Et donc je suis bon. Alors reparler de jeu à la nantaise, c'est bon peut-être à la fois naïf et surtout précoce à ce stade, mais j'ai quand même envie de voir ce que ça va donner dans quelques journées quand il aura eu le temps de mettre des choses en place. Maintenant, oui, plus largement, la gestion de Kita, elle est catastrophique. Comme disait Bob, l'effectif, bon, il est pas au niveau ouais, à peine le ventre mou. Et puis Kita qui est interventionniste, il laisse pas les entraîneurs gérer leurs trucs. Enfin, c'est un club, voilà quoi. Bon après c'est l'un des rares mecs qui met du fric perso, donc on peut pas trop critiquer, mais c'est vrai qu'il y a pas de direction claire. Je suis d'accord. J'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout à Nantes. Je pense qu'ils vont jouer le maintien. Et il y a que la méthode de Vaïd qui avait très bien fonctionné quand il avait pris son nouveau poste l'année dernière parce qu'il était au fond du trou, qui peut fonctionner avec un effectif pareil. Voilà, ça c'est mon analyse et je mets une pièce dessus parce que j'ai toujours raison. Dans 3 mois, Gourcuff sera viré, je pense. Alors ouais, je sais pas, pour moi j'aime bien Gourcuff, hein, enfin c'est difficile de pas l'aimer parce que c'est quelqu'un qui a des convictions et qui a un vrai regard sur le foot. Par contre, tu vois, je vais faire le parallèle avec le rugby. Pour moi en fait, Christian Gourcuff c'est le Jacques Brunel du foot. Ouais, mais par contre, Christophe, on peut pas faire des parallèles avec des sports comme ça. En fait, c'est pas. Là, on est là pour parler de vrais sports. Non mais je veux dire dans l'approche, tu vois, c'est-à-dire que c'est un mec qui voilà, il pense le foot comme dans les années 90, il vit le foot comme dans les années 90, mais le foot a beaucoup changé et je pense que c'est pas quelqu'un de très moderne quoi. Et tu vois, et ce qu'on voit dans le rugby là, avec le 15 de France avec Jacques Brunel, c'est exactement la même chose quoi. C'est-à-dire que les vieilles méthodes en fait ne marchent plus, son 4-4-2 il marche plus, voilà, tout le monde le connaît par cœur et tactiquement les équipes de Gourcuff, et je pense que ce Nantes ce sera pareil, ce sera pas difficile à... Christophe, je te coupe, stop les comparaisons avec le rugby, c'est fini. Non, mais surtout que Brunel, il a laissé la main à Galtier pour les entraînements, donc je suis même pas certain qu'il ait encore son mot à dire techniquement quoi. Bon, c'est vrai. Bon, écoutez les gars, on est assez d'accord sur le fait que ce match est pas loin d'être le match de la merguez cramée de la deuxième journée. On verra ça à la fin là quand on va décerner les trophées de la saucisse. Allez, encore un super match, Bordeaux-Montpellier. Bordeaux-Montpellier, donc encore un match nul. C'était à Bordeaux. Montpellier a été séduisant, hein, il faut quand même le dire, en tout cas toute la première mi-temps. Après ils ont baissé de régime. C'est Andy Delors qui a ouvert le score d'un très beau but, un ciseau, enfin une espèce de ciseau. Et ensuite c'est John Maja qui fait partie de la team Circus Pinder de Bordeaux qui a marqué, enfin qui a égalisé à 70e. Qu'est-ce qu'on peut dire, Bob, sur ce Bordeaux-Montpellier, à part que Bordeaux, c'est la cata. J'aimerais reprendre un peu l'analyse de Jean-Michel la semaine dernière qui s'inquiétait de la défense montpelliéraine, pardon. Ça s'est vu un peu sur le but de Maja et grosso modo sur la deuxième période où les défenseurs montpelliérains, en particulier Hilton, ont laissé beaucoup d'espace dans leur dos. Maintenant, Montpellier, ils ont été très séduisants sur la première période. La deuxième mi-temps, fort logiquement, Bordeaux a poussé pour égaliser. Ils ont réussi. Un joli but. Le gardien montpelliérain fait un peu peur. À mon avis, ça sent aussi une merguez cramée, ça. Parce que, vu son placement sur le but de Maja et quelques interventions, ça sent le mauvais choix de remplacement de Lecomte. Voilà. Marco? Écoute, moi, j'ai en toute honnêteté pas vu ce match, mais j'ai quand même beaucoup de trucs à dire dessus. À savoir que Bordeaux, c'est nul, effectivement, et que j'ai vu que Montpellier, ils ont failli marquer le but de la victoire au buzzer grâce à Souleymane Camara. Et j'aurais beaucoup aimé. Alors, le but a été refusé pour hors-jeu, mais dans certains cas de figure, en fait, on ne devrait pas faire appel au VAR, et parce que le mec a 38 ans et c'est devenu un spécialiste de ça, de rentrer pour le dernier quart d'heure et de planter son petit but. Donc je pense que les arbitres devraient être un peu plus lucides par rapport à certaines choses et ils se prennent un peu trop au sérieux. Ils devraient valider ce genre de but. Ouais, de se dire, attention, c'est Camara. Bon, allez, on lui file son but. De toute façon, il joue que 5 minutes par match, alors... Le mec, il est clairement payé en kebab. Enfin, tu vois, faut aussi prendre le contexte en considération, quoi. Donc voilà. Mais sinon, Bordeaux-Montpellier, ouais, non, je pense que j'ai rien raté. Effectivement, t'as rien raté. On peut parler quand même de la première de Koscielny, qui rejoint donc les papis de la Ligue 1 et qui a été plutôt pas mal.
Faut dire qu'à côté, il a quand même Mexer que Rennes était bien content de lâcher à l'intersaison, et Pablo, qui est vraiment une énigme. Comment le mec a pu être appelé en équipe du Brésil? Il y a dû avoir une épidémie de malaria pour que le mec soit appelé. Ça fait peur, hein, ça fait peur. Donc Koscielny a été pas mal. Et puis il faut qu'on parle aussi d'un joueur qui est très inquiétant, je trouve, du côté de Bordeaux. C'est notre ami Otavio. Il était pas mal la saison dernière, et puis là, il a plus du tout le même rendement que l'an dernier. Il arrive plus à être le relais entre la défense et l'attaque. Enfin, c'est une équipe qui balance Bordeaux, hein. C'est vraiment, on a l'impression d'être dans le championnat écossais, hein. Bah, en fait, si c'était le championnat écossais, les gars, au moins ils se battraient, les mecs. Bordeaux, c'est la belle endormie, quoi. Il y a pas de pression, ils sont peinards dans leur, tu vois, dans leur centre d'entraînement. Les supporters, ils sont anesthésiés, tu sais pas pourquoi. Enfin, c'est un club depuis quelques saisons. C'est vraiment, alors que c'est un club historique du championnat quand même, Bordeaux. Il y a eu des énormes équipes de Bordeaux, et il y aura pas besoin de remonter aux années 80 pour ça, quoi. On a déjà vu des Bordeaux de folie, mais c'était il y a très longtemps, et je comprends pas le projet sportif de ce club, en fait. Ouais, en fait, on a presque trop parlé de ce match parce qu'il le mérite pas. En tout cas, voilà, on retient que Montpellier fait un début de saison intéressant. Ils auraient pu l'emporter, mais nous disons que la fatigue des 30 dernières minutes a permis à Bordeaux d'égaliser, ce qui est déjà énorme. Bon, alors maintenant, on va parler de la surprise de cette journée de Ligue 1, pardon, ouais, comme quoi j'ai ma langue à fourcher. C'est Metz qui met 3-0 à la maison contre Monaco. Ça fait 2 fois qu'elle fourche. Écoutez les gars, il faut absolument qu'on en parle. 3-0, Metz contre Monaco, avec un doublé de l'excellent Diallo. Mais bon, ça ne fait pas tout. Même Renaud Coad, l'expérimenté milieu messin qui met un but à Monaco. Attendez, là, c'est le barbecue de Jardim, non, Marco? Ouais, Coad qui marque contre Monaco, c'est un peu comme si t'as une deux chevaux qui arrivait au milieu d'un Grand Prix de Formule 1 et qui gagnait sur la ligne d'arrivée, donc c'est complètement surréaliste. Mais après, bon, je sais pas si on parle de Metz ou de Monaco, parce que alors ok, Metz ils sont sympas, ils sont enthousiastes et tout, ils ont fait le match qu'il fallait, ils ont pris à la gorge, mais putain Monaco c'est flippant, hein, les gars. Hein. Ben Yedder, il doit vraiment se demander où est-ce qu'il est tombé, parce que il y a rien, quoi. Il y a plus rien. La charnière centrale, elle est catastrophique. Alors Glick, écoute, je sais pas ce qu'il fait encore là. Je suis même pas sûr qu'il ait vraiment 33 ans. Je pense qu'il en a 50. Il y a plus rien qui va. C'est pareil. Encore un projet. On sait pas ce qui se passe. On sait pas ce qu'ils veulent faire. Bob. C'est exactement ça en fait. Monaco, tu as parfaitement résumé la situation, Marco. Il y a plus rien en fait. Ils payent leur politique de mercato des dernières saisons où ils ont vendu les meilleurs joueurs, l'épine dorsale de leur équipe, à tous les mercatos, à tous les exercices. Et maintenant ils se retrouvent avec logiquement avec aucun collectif, aucun fond de jeu et des joueurs qu'ils ajoutent comme un château de cartes, mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Glick, il est en perte de confiance. Jamerson, n'en parlons pas. Lecomte a été bon, alors qu'au premier match, il avait été catastrophique. Enfin, il a été bon. Il a été sollicité. Il en prend 3. Hein. Ouais, mais franchement, ils auraient pu partir avec une addition largement plus salée. Hein. Là, on parlait, un kebab merguez, hein, je pense. Alors, kebab merguez Monaco. Metz, c'était solide. Et c'était séduisant. Diallo, c'est peut-être une pépite. Hein. Je vais pas essayer de défendre Monaco, mais quand même, premier match, donc carton rouge pour Fabregas. Au bout de la 30e, carton rouge pour Aguilar. Donc en fait, on a un Monaco à 10. Hein. Jusqu'à présent, on ne peut juger que Monaco à 10. Bon, c'est pas bien brillant ce qu'on voit. Il faut qu'on parle aussi de la première de Ben Yedder. Ben Yedder qui a été acheté 40 millions et donc dont c'était le premier match. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, c'est compliqué de dire qu'il a été intéressant puisque Monaco en a pris 3. Est-ce qu'il y a quand même dans sa prestation Il a été inexistant, mais c'est normal quand tu joues à 10 pendant 60 minutes pour un attaquant comme Ben Yedder, c'est sûr que tu vas pas peser sur la rencontre. Maintenant, Christophe, est-ce qu'on va parler de la VAR ou pas? Parce que sur le premier rouge, on peut en parler, vas-y. Parce que sur le rouge d'Aguilar, qui est indiscutable et qui est scandaleux de sa part, le mec est professionnel et complètement débile. Quand même, au début de l'action, très possiblement un penalty pour Monaco qui n'est pas sifflé. La VAR n'intervient pas. L'action se déroule et t'as Aguilar qui, de manière complètement
débile, tacle par derrière Exact. le joueur messin. Mais vu qu'il y a eu plusieurs interventions de la VAR, je parle aussi du match Nîmes contre Nice, ou même d'autres, cette journée et la journée précédente de la VAR qui ont fait polémique. Je pense que c'est bien d'ouvrir le débat, parce que c'est un outil que je trouve très positif pour la continuité du foot. Faut constater qu'il y a quand même des moments d'errement de cet outil-là. Écoute, oui, on peut ouvrir le débat. Marco, qu'est-ce que t'as à répondre à Bob sur la VAR, sur le VAR? Écoute, ouais, on va dire le VAR, c'est mieux. Moi, le VAR, alors, je suis un militant de la première heure, c'est-à-dire que c'était pour moi une anomalie complète que le sport le plus populaire et le plus médiatisé du monde n'est pas la vidéo. C'est un truc qu'on aurait dû le faire il y a 20 ans. Bon, bref. Maintenant, l'utilisation de cet outil, effectivement, parfois, ça prête à discussion. Mais je pense que les nouvelles règles qui visent à siffler, à sanctionner toutes les mains dans la surface, quelle que soit leur nature, c'est la moins mauvaise règle possible. Parce que s'ils font pas ça, il y aura toujours des cas. Alors là, on parle des mains spécifiquement. Les fautes en général, c'est autre chose. Mais pour ce qui est des mains, s'ils font pas ça, il y aura toujours des cas où les équipes vont gueuler parce qu'elles estiment que une main c'est une main. Pourquoi celle-là est sifflée, pourquoi celle-là l'est pas? Sauf les cas évidemment où tu as des mains caricaturales et évidentes. Pour ce qui est des fautes dans la surface, des fois, alors c'est le premier problème. Et là-dessus, je rejoins Bob. T'as des fautes dans la surface et typiquement celle du Messin, la faute potentielle du Messin là sur le Monégasque, on laisse jouer et derrière il y a rouge pour Aguilar. Alors ce qui m'a surpris parce que j'ai remis cette action moi-même puisqu'en fait les arbitres se sont pas penchés dessus. Ce qui m'a surpris c'est pas que le penalty soit pas sifflé, c'est que le VAR n'ait même pas été consulté en fait. Et c'est ça le gros problème, c'est que des fois t'as l'impression que les mecs les arbitres demandent le VAR ou alors on leur dit qu'on regarde. Et des fois, on leur dit rien et le jeu se poursuit. Pour le téléspectateur, c'est hyper déroutant parce que nous, on voit des fautes évidentes avec les ralentis et les mecs reviennent jamais dessus. Donc c'est là où j'aimerais vraiment qu'il y ait une homogénéisation du truc. Moi, j'ai un truc mais à sinon, dire, c'est un outil qui va progresser. C'est que le début, donc il y a des errements, mais ça va se mettre en place. En attendant, c'est vrai qu'il y a des ratés, mais c'est normal. Je suis entièrement d'accord avec le fait qu'il faut siffler toutes les mains. Moi, pour moi, on joue au foot, on joue pas au hand. Donc, c'est le problème des défenseurs de garder les mains collées au corps ou dans le dos. Il y en a beaucoup de défenseurs qui le font, il y en a d'autres qui le font pas, donc c'est logique. Maintenant, par exemple, sur le match de Nîmes-Nice, il y a une faute de main d'un défenseur niçois qui n'a pas été sifflé, qui n'avait pas été relevé par la VAR, alors que plein d'autres actions ont vu des pénaltys imposés par le VAR depuis le début de la saison. Donc ça me paraît vraiment très difficile là de juger la façon dont fonctionne le VAR parce que vraiment j'y comprends rien. J'avais l'impression aussi que le VAR c'est pas l'arbitre qui demande est-ce que tu peux checker, c'est eux qui dans l'oreillette disent à l'arbitre attention, faut revenir sur cette action parce qu'il y a eu un problème. Comment c'est possible que sur l'action de Metz ou de Nîmes-Nice, il n'y ait pas eu quelqu'un dans le bus qui a regardé les images et qui a dit attention monsieur l'arbitre, faut revenir sur 2 minutes avant dans le jeu. Ça c'est incompréhensible. Il y a un truc qu'on ne sait pas en fait là-dessus, c'est-à-dire que déjà nous, en tant que téléspectateurs, on ne sait pas si les arbitres qui sont dans le car régie, qui ont les images, ont les mêmes images que nous. Non, ils ont toute la réalisation, ils ont toutes les caméras, donc ils ont accès à des angles et à des images que nous on n'a pas à l'écran et qu'on ne peut pas avoir. Donc théoriquement, en fait, ils voient beaucoup plus de choses que nous. Et pour rebondir sur ce que vous dites, déjà, en fait, sur le ou la VAR, déjà, voilà, prenons le problème par le bon bout. Donc les deux se disent, mais il faudrait peut-être parler de l'AVAR, puisque en fait c'est l'assistance vidéo à l'arbitrage, et VAR est l'acronyme de Video Assistant Referee. Voilà. Donc en fait quand on dit le ou l'AVAR, c'est parce que on prend l'acronyme anglais. Mais voilà, je continuerai à dire l'AVAR pour assistance vidéo à l'arbitrage. Voilà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi je suis assez inquiet avec la VAR, dans le sens où il faut aussi que le jeu puisse se dérouler sans être systématiquement coupé par la vidéo. Ce qui fait aussi le foot, c'est un peu de vice. Voilà, moi le petit doigt bien placé sur le corner, voilà, j'ai pas forcément envie de le voir à la vidéo. Je veux que ça reste quand même le plaisir du jeu, le petit coup de coude bien placé pendant que le mec se relève. Voilà, ça aussi ça fait partie du foot. C'est le foot Roy Keane, c'est le foot Patrick Vieira. Voilà, c'est physique. Si la vidéo systématiquement intervient pour
voilà, pour un geste un peu, je vais dire un peu fraternel, mal interprété, on va arriver vers un foot qui est trop aseptisé et c'est pas le foot qu'on aime. Voilà, c'était l'avis tranché de Christophe Dubarry. Sur ce, sans aucune transition. Non, on peut te répondre, hein, si tu veux, Christophe. Simplement, enfin, moi, en fait, ma réserve par rapport à ça, c'est que à ce niveau, enfin, le foot, c'est bien sûr, c'est plus, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur Gourcuff, etc. C'est plus du tout le foot d'avant, et à ce niveau d'enjeu, si tu veux, on peut pas laisser le sort d'un match se décider sur un fait de jeu aléatoire que l'arbitrage vidéo aurait repérer directement. En fait, c'est ça, moi, qui me gêne. Évidemment, des fois, tu dis qu'il faut un peu du zèle et que ça casse le rythme. Alors, c'est entièrement vrai, hein. Des fois, tu dis ils mettent 45 secondes à prendre des décisions, alors on a vu l'image, nous, sur un ralenti, on sait, c'est binaire, c'est bon, tu laisses jouer ou tu siffles, c'est carton ou c'est pas carton, c'est péno ou c'est pas péno. Encore plus pour leur jeu. Mais par rapport au reste, le côté vicieux, ça fait partie du foot, mais ça dépend de l'impact que ça a sur l'action et ça dépend de l'impact que l'action elle a sur le résultat final, parce que c'est toujours pareil, quoi. C'est devenu, maintenant, il y a tellement d'enjeux dans le foot moderne, surtout dans les compétitions européennes, que il y a des trucs qu'on peut plus laisser passer, tu vois. Donc c'est juste par rapport à ça. Mais j'entends ce que tu dis, hein, sur l'esprit Roy Keane, c'est le foot de quand j'étais petit, donc je peux que être d'accord sur ça. Bon, quoi qu'il en soit, donc on va reparler de la VAR. Ça c'est devenu un acteur prépondérant du jeu actuel. Pour revenir sur notre match, donc Metz-Monaco. Bob, tu nous parlais de la pépite Habib Diallo. En fait, il est sur les mêmes bases que l'an dernier, hein, puisque l'an dernier, sur 37 matchs joués, il a mis 26 buts. Là, sur 2 matchs, il a mis 3 buts. C'est un joueur sénégalais de 24 ans. Il est plein de vivacité, plein d'intelligence. On lui souhaite le meilleur sur cette saison, Bob. Entièrement. 26 buts l'année dernière. Là, il est déjà à 3 buts en 2 matchs. Il joue en plus chez le promu Messin. Ça a l'air prometteur. C'est séduisant, quoi. Bon, parfait. Nouvelle surprise dans cette journée. Donc, c'était le match Derby du Nord Amiens-Lille à Amiens et le bus. Donc, Amiens a mis le bus et le bus magique a fonctionné puisqu'il emporte 1-0 face à Lille. But de Guirassy à la 72e. Je sais pas si vous avez vu le match, mais je crois que on a qualifié Nantes-Marseille de purge. Bon, on n'était pas à la purge, mais c'était pas loin quand même, hein. C'était pas loin du smecta. Encore une fois, c'est pas une belle promotion pour la Ligue 1. Bon, Amiens, voilà, on connaît, hein. Ça joue pas, voilà, on le sait. Et puis Lille, bon, étrangement nerveux, hein. Il y a eu un carton rouge pour Soumaré. Notre petite pépite Ozinem, qui avait été très bonne au premier match, là, c'est un peu éteinte. Ikoné Bamba, c'était pas très inspiré. Et puis Yazici, hein, pareil, la pépite turque là, qu'on nous promet excellente. Hier, ça a pas donné grand-chose, quoi. Qu'est-ce que vous avez à dire, Marco? Écoute, en fait, j'avais enregistré ce match parce que je voulais absolument le voir, et quand j'ai lancé l'enregistrement, ma télé s'est suicidée, donc je peux pas. Mais c'est Jean-Michel Larquet, en fait, là, c'est pas Marco Verbatim, c'est Jean-Michel Larquet qu'on a. Non, mais moi, le derby, enfin, tu vois, ça faisait au moins 5 minutes que j'avais pas raté un derby du Nord dans ma vie, donc je l'ai un peu mauvaise. Mais bon, du coup, mais d'après ce que j'en ai lu et entendu, on a eu droit à un bon derby qui sent la galette saucisse, et sur l'expulsion, j'ai cru comprendre qu'elle était possiblement injustifiée. Donc peut-être que Bob peut nous éclairer. Moi, j'ai pas vu l'expulsion, j'ai vu un résumé rapide de ce match. Sans parler même du match en lui-même, je trouve que c'est quand même très inquiétant sur le niveau de la Ligue 1, parce que l'année dernière, le second, c'était Lille. Leur premier match avait été prometteur selon les termes de Christophe Dubarry. Mais voilà, ils n'arrivent pas à gagner à Amiens, qui est une équipe de grosses daubes picardes. Comment veut-on avoir un championnat digne de ce nom si des équipes qui ont fini deuxième de la saison précédente sont pas capables aux 2 journées d'aller au moins marquer un but à Amiens? Ça me paraît très très compliqué et assez difficile, hein. Attends, Bob, si tu t'attends à retrouver le Lille de l'an passé, tu vas attendre longtemps, hein, je te le dis, hein, parce que 50% de cette équipe, c'était Nicolas Pepe. Donc déjà là-dessus, si honnêtement, avec la Ligue des Champions qui se profile pour eux, moi j'ai très très peur pour cette équipe de Lille. C'est-à-dire que ça s'est vu. Alors c'est un grand classique, hein, des clubs français moyen plus ou moyen moins d'ailleurs. Quand il y a une Ligue des Champions à l'issue d'un bel exercice, le championnat qui suit, il est catastrophique, parce qu'évidemment ils n'arrivent pas à concilier les deux compétitions. Donc Lille, honnêtement, hein,
pour eux, j'espère qu'ils iront pas trop loin en Europe parce que vu leur effectif un petit peu exsangue, je pense qu'ils pourraient jouer le maintien plus vite qu'on ne le pense. Attends Marco, moi j'ai dit ça la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai dit Lille, faut faire attention, ils n'ont pas l'effectif pour jouer sur 2 tableaux en soi-même. Et là, je dis juste que c'est inquiétant pour le niveau de la Ligue 1. J'ai pas dit que je m'attendais à voir Lille jouer les premiers plans cette année. C'est juste que le niveau de la Ligue 1 est complètement dans ce match-là en fait. C'est qu'on a une équipe qui a aucune ambition, qui met 10 défenseurs parce que ils jouent contre un potentiel Cador, et le Cador qui est incapable de trouver une solution cohérente. Moi, je vais reprendre un peu tout ce que vous avez dit parce que je suis quand même d'accord avec ce que vient de dire Bob, à savoir que quand t'es Lille, t'es deuxième du championnat, même si t'as vendu Pépé, même si t'as vendu d'autres joueurs, tu dois venir taper Amiens, quoi. Et la Ligue des Champions, elle a pas commencé, donc y a pas d'excuse. Toi, deuxième journée, les mecs qui commencent à te dire on est en rodage, on essaie de chercher nos repères. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je veux dire, t'as fait le même nombre de matchs que les autres, t'as fait le même nombre de matchs qu'Amiens, t'as pas d'excuses. Donc tu perds 1-0 à Amiens sur un match incompréhensible. Il est incompréhensible ce match. Alors on est dur avec Amiens parce qu'ils ont quand même un peu joué. Kakuta pour son retour à Amiens était plutôt pas mal. D'ailleurs c'est lui qui fait expulser Soumaré. Pour te répondre Marco, oui l'expulsion est un peu sévère, mais en fait le geste est plus maladroit que dangereux. Mais malgré tout c'est quand même tac par derrière, donc le rouge est compréhensible dans ce cas-là. Moi, je comprends pas. Voilà, j'ai été enthousiasmé par la première de Lille lors de la première journée. Je trouve qu'il y avait des motifs d'espoir. Là, quand je vois ce match-là, je comprends pas. Je comprends pas quel est le projet de Lille. Ok, ils ont joué une mi-temps à 10, mais on n'a rien vu, quoi. Ils ont souffert toute la deuxième mi-temps face à Amiens. C'est pas normal. Marco, pour terminer. Je sais, non, enfin, quand tu dis côté Lille et que du coup, tu te dois d'aller gagner à Amiens, je suis pas tout à fait d'accord, hein. C'est une fois de plus, c'est parce que tu projettes encore une fois le LOSC de l'an passé sur cet exercice, mais c'est plus la même équipe et sur ce qu'ils ont montré l'an dernier, bien sûr, ils auraient fait qu'une bouchée de cette équipe d'Amiens qui est très faiblarde, mais maintenant, tu constates que quand tu as un projet comme ça, comme celui de Lille, qui est basé sur le trading de joueurs et que les mecs ils jouent la C1 mais c'est un peu une anomalie, c'est juste parce que Lyon a pas fait le taf, Monaco je t'en parle pas, Marseille etc. En fait ils sont là mais par défaut Lille par rapport à la Ligue des Champions, donc et si en plus l'équipe elle se renforce pas en conséquence et qu'elle perd son meilleur joueur, bien sûr la Ligue des Champions elle a pas commencé, hein, je te rejoins là-dessus, c'est un match qui aurait pu faire un 0-0 ou un partout, on s'en fout, c'est le mois d'août si tu veux. Mais maintenant, je te dis, faut oublier le Lille de l'an dernier. On n'est pas prêt de le revoir, quoi. Donc c'est une défaite. Marco, pour toi, Lille va nous faire le même coup que Monaco sur le syndrome. Je termine tout en haut, je vends tous mes meilleurs joueurs et puis je joue le maintien. Écoute, je demande à voir. C'est le pire scénario possible pour eux. Alors à la différence près que Lille, ils sont un peu plus outillés au niveau culture club pour gérer tu vois un ventre mou ou un maintien à jouer par rapport à Monaco qui fait n'importe quoi, mais moi j'ai très peur pour Lille cette année, quoi, avec l'effectif qu'ils ont. Faut qu'ils sautent de la C1 le plus vite possible, faut surtout pas qu'ils aillent en Europa League, parce que je te dis, s'ils finissent troisième de leur groupe et qu'ils vont en Europa League, ça va se jouer, ils vont jouer la 15e place, quoi. Donc voilà, et tu recommences à zéro avec un projet illisible. On me dit dans l'oreillette que Thierry Henry serait sur les rangs pour récupérer Lille en décembre. Ah, c'est Bob qui peut nous confirmer parce que c'est lui qui a ce genre d'infos, donc je peux pas t'aider. Bon Bob, ça tombe bien, on va enchaîner avec dont on a parlé tout à l'heure, donc du match du sud, du sud-est, entre Nîmes et Nice. C'était chaud puisque Nice l'a emporté donc 2-1. Nîmes n'a pas été ridicule comme d'habitude quand il joue à domicile. Mais c'est surtout Nice qui nous enthousiasme parce que on sait que dans les coulisses c'est plutôt compliqué pour eux là. Le rachat étant pas être finalisé, ils n'ont pas la possibilité de vraiment recruter. Enfin en tout cas on comprend pas trop pourquoi ça bouge pas. Ils ont vendu pas mal de joueurs et pourtant ils gagnent. Ils arrivent à faire un bon début de championnat. Comment t'expliques ce bon début de championnat de Nice, Bob? Il y a Vieira qui fait quand même un excellent travail, qui a pas lâché l'affaire, qui a su donner à son équipe sa culture de la gagne. C'était un match
intéressant, assez tendu. C'est dommage qu'il n'y avait pas de supporters niçois pour le déplacement. Ça aurait apporté un peu de sel à ce match. C'est pas non plus du grand football, hein. Faut pas s'emballer non plus. Cyprien est intéressant au milieu de terrain. Il a mis un but sur penalty et une passe décisive juste après. Ganago, l'ailier droit, nouvelle recrue, a été très intéressant aussi. Et après, voilà, on a eu un autre penalty. Lavar qui a fait tout son cinéma pendant le match. Un carton rouge niçois qui est inexistant. Là aussi, c'est incompréhensible comment on peut expulser un joueur sur un truc pareil. Et après, le craquage nîmois. Je pense que Nîmes, ils vont essayer encore cette année de bâtir tout leur championnat sur leurs résultats à domicile en étant une équipe un peu en mode Bastia. C'est-à-dire, on est très agressif, assez vénère à domicile. Je sais pas si ça a apporté ses fruits, pour l'instant non. Mais il va falloir qu'ils se ressaisissent. Il y avait François Hollande quand même pour la petite touche People Closer avec Julie Gaillet dans les tribunes. Avec Julie Gaillet. Ouais. Ah ouais. Ouais. Est-ce qu'il va racheter le club? Enfin, pas Nice, hein, Nîmes. Ça dépend. Ça m'étonnerait quand même parce je crois pas qu'il soit. Il est dans le foot, mais il est pas fou quand même à l'idée de perdre autant de pognon pour racheter un club. et encore, on sait pas trop s'il l'a. Marco, ton avis sur Nice, Nîmes? Enfin, peut-être sur Nîmes. Est-ce que tu penses que la saison de Nîmes va être compliquée? Parce ils sortent quand même d'une bonne saison l'an dernier. Hein. C'était une des belles surprises de la Ligue 1. Là, c'est un peu plus compliqué pour eux. C'est quoi? C'est le retour à la réalité? Moi, je pense que Julie Gaillet, on lui mettrait bien un petit coup de quéquette, non, les gars? Alors là, non. Là, c'est carton rouge d'emblée, Marco. Là, tu nous as fait tacle par derrière. Donc là, je peux te dire, pas besoin de la VAR, Marco. Là, c'est carton rouge d'emblée. Non, elle est pas terrible. Elle est pas terrible, Julie Gaillet. Alors moi, Nice, en revanche, le projet m'intéresse parce qu'on a un mec qui est blindé, qui vient d'Angleterre. Et alors tu vois, typiquement, ça c'est le genre de mec, il faut absolument qu'il vienne en Ligue 1. Il rachète un club qui est un petit club, on va dire, un club moyen du championnat. Mais moi, je dis banco directement parce qu'on veut que le championnat il s'améliore. Le seul truc qui me fait peur, c'est que alors il investit massivement et c'est très bien hein, pour que des clubs qui puissent concurrencer un peu ce qui se passe en haut. En revanche, un peu comme Marseille, c'est-à-dire qu'il dans un second temps, alors c'est un débat un peu plus large, mais dans un second temps, il va se faire emmerder par le fair play financier. Et je crois comprendre que c'est indirectement le problème de l'OM, qui ne peut pas acheter qui ils veulent parce que ils ont une contrainte. Dès qu'ils sont en Europe, ils peuvent pas dépenser plus de temps. Et c'est un souci, tu vois. Donc typiquement Nice, le mec est blindé, je sais pas trop ce qu'il compte faire du club, mais ce serait bien qu'il investisse déjà pour faire une équipe cohérente et essayer de mettre en place un vrai projet, quoi. Ça me plaît bien. Avec Vira si possible. Quel joueur on peut retenir du côté de Nice? Alors on a parlé de Cyprien et Ganago qui ont marqué donc les deux buts pour Nice face à Nîmes. Mais voyez, on n'a plus trop de tête d'affiche. L'an dernier, c'est Saint-Maximin qui éclaboussait certains matchs, hein, pas tous de sa classe, et que là qui est parti à Newcastle transféré. Quel joueur va être à surveiller cette année chez Nice? Attal, déjà, il n'est pas encore revenu. Donc déjà, ça fait déjà 3 joueurs qui peuvent être intéressants. Après, il y a Les Melou aussi au milieu de terrain, qui est quand même un joueur aguerri de Ligue 1, qui fait largement l'affaire. Voilà, et pour le niveau global de la Ligue 1, c'est largement suffisant. En plus, Dante RL derrière, c'est très lent, mais ça va faire le taf. Pour revenir à Julie Gaillet, elle aime les hommes de pouvoir. Je pense que on n'est pas encore assez connu pour être pour qu'elle soit intéressée par nous, Marco. Non, mais je peux pas te laisser dire ça. Encore 2 semaines de ce podcast et on va être au moins aussi connu que François Hollande. On nous le souhaite en tout cas. Alors, écoutez, sur ce match, on n'a plus grand-chose à dire à part le fait qu'effectivement Nîmes, ça va être compliqué. Surtout que tu l'as dit, Bob, ils ont pris 2 rouges à la fin du match, hein, par pur énervement. Donc ça nous rappelle le football corse. Enfin, si on peut appeler ça du football. Passons maintenant à Toulouse-Dijon. Alors Toulouse-Dijon, c'est toi Bob qui va inaugurer cette affiche, puisque nous avons eu la première victoire de Toulouse à domicile avec un but de Makengo à la 54e, et Toulouse nous a plutôt séduit, n'est-ce pas Bob? Non, pas vraiment. Je trouve qu'ils n'ont pas forcément très bien joué. Maintenant, moi, je suis très heureux. Je suis le premier supporter quand même des Violets en France. Je suis assez satisfait d'un point de vue comptable, d'un point de vue football. On est comme d'habitude avec Toulouse. C'est pas avec ça que Casanova, si je peux me permettre, va séduire le public toulousain. Enfin, qui n'est pas là, hein. Comment? Qui n'est pas là, qui n'est pas en tribune, hein. Oui, mais bon, c'est pas avec ce genre de performance qu'on va retrouver
enfin qu'on va retrouver ou qu'on va trouver un public important au stadium municipal. Maintenant, Toulouse, c'est solide. Ça a recruté intelligent. William Vainqueur, Makengo et Koulouris. Koulouris, ça fait quand même si c'est pas ouf, un but, une passe décisive, sachant que sa passe décisive, c'est vraiment une passe décisive. Et Baptiste René a retrouvé son niveau, donc ça peut être intéressant parce que Baptiste René a fait pas mal de parades à ce match. Maintenant, voilà, on est encore sur un match où Dijon arrive, ça reste quand même Dijon, donc on est quand même pas sur du haut niveau de football et c'est eux qui font le jeu au moins en première période. C'est quand même très inquiétant. Enfin, c'est inquiétant par rapport à la philosophie du jeu, pas par rapport au résultat comptable, qui est encore une fois très positif. Donc, moi, je pense que Toulouse peut faire une belle saison d'un point de vue comptable, d'un point de vue football. Il va falloir attendre un peu avant que ça revienne. Toi, tu vois le TFC, Bob, dans la première moitié de tableau? Alors, largement, je les vois dans les 3 premiers, comme dans la saison avec Achille et Mana, où ils vont jouer la Champions League l'année prochaine. Mais je crois qu'il s'était fait sortir en préliminaire par Liverpool. Ouais. Sur un but de Voronin, je crois. À domicile. C'est ça, 1-0 à Toulouse et ensuite ils ont pris un 4-0 à Liverpool. Enfin bon, c'est ça. ne parlons pas des rêves, parlons de la réalité. Donc Toulouse l'a emporté. Bon, tu nous dis qu'effectivement c'était pas brillant. Parlons de Dijon. Marco, on parlait des équipes inquiétantes de la Ligue 1, donc il y en a beaucoup, mais Dijon s'en fait partie, non, Marco? Ah bah oui, complètement. Mais en fait, là, si tu veux, c'est typiquement le genre d'équipe qui va jouer le maintien. Donc en fait, il y a pas grand-chose à en attendre. On sait très bien que ça va être compliqué pour eux. Bon, il faudra voir parce que il y a tellement d'équipes faiblardes dans ce championnat que tu sais pas trop si ils vont faire partie du wagon qui descend. Mais évidemment, il y a pas grand-chose à en attendre. Tu vois, c'est un club qui est un peu destiné à faire l'ascenseur. Et alors juste pour revenir une seconde sur le TEF, peut-être que Bob peut nous éclairer parce que le projet de Sadran, moi j'aimerais bien le comprendre un petit peu. Je sais que c'est un mec qui vend très très bien ses meilleurs joueurs chaque année. Mais donc on est bien d'accord que c'est un club qui assume totalement de ne rien jouer et qui veut juste être dans le ventre mou et être un peu profitable au niveau des finances. C'est ça, hein, Bob? Entièrement, c'est ça. Alors profitable, oui. Et après, t'as oublié un élément important. Il faut absolument gagner le derby de la Garonne contre les Daubes bordelaises. Ouais. Donc ça, pour l'instant, c'est pas très compliqué. Mais sinon, ouais, l'objectif assumé, c'est de rien jouer de l'année. Mais toi, en tant que supporter, blague à part, ça te rend pas fou? T'as été juste dépité ou tu t'en tapes? T'es fataliste? C'est quoi l'état d'esprit? Non, moi, ce qui me rend fou, c'est d'avoir un fond de jeu qui me donne pas envie d'aller au stade. Après, on fait avec les moyens du bord. Je pense que cette année, pour être honnête, ils peuvent être dans la bonne première partie du tableau. S'il y a un concours de circonstances qui fait que tout se passe bien. Mais non, il faudrait qu'il y ait une identité de jeu à Toulouse qui soit intéressante. Il y a des joueurs de ballon, mais pour l'instant, moi je me dis qu'avec Dosevi et Gradel, par exemple, ça peut faire quelque chose. Mais pour l'instant, Casanova, il leur demande pas ça, quoi. Il leur demande de défendre avant tout, etc. Et maintenant, j'aimerais aussi revenir sur Dijon. Le mercato est pas fini. Il me semble qu'ils étaient pas loin de. Il y a une piste Mario Gomez, je crois, pour faire un duo avec Tavares. Ok. Marco, vas-y pour terminer. Moi, juste pour finir par rapport à ce que tu disais, Bob, sur le TEF. Alors, moi, je comprends pas qu'un mec comme Casanova qui a jamais rien proposé au niveau du jeu vienne, parte, revienne, etc. Alors bon, je comprends pas, mais je comprends un peu aussi que Sadran, ça l'arrange de pas filer 200 000 boules par mois à son entraîneur. Donc avec Casanova, il est tranquille là-dessus. Néanmoins, quitte à ne rien jouer, donc mais à ne pas descendre, hein, du coup, pourquoi le TEF prendrait pas un mec comme Jean-Marc Furlan comme entraîneur? Tu vois, le gars, il a toujours fait jouer ses équipes. Les mecs au stade, ils se régalent. Alors oui, tu vas prendre des branlées de temps en temps, mais au moins tu vas proposer un truc. Et je pense que ça peut faire revenir du monde au stadium, un mec comme ça, typiquement, tu vois. Alors, je vais te répondre, Marco, parce que non, c'est intéressant ce que tu dis. Alors Casanova, on lui met l'étiquette formateur, mais elle est justifiée. C'est que c'est un mec qui est capable de te prendre un coureur de fond éthiopien et d'en faire un joueur de foot.
Et quand je dis joueur de foot, c'est un joueur que tu peux ensuite revendre 4-5 millions à d'autres clubs qui vont se rendre compte uniquement 6 mois après qu'ils se sont fait flouer par le recrutement. Donc si Sadran, dont le seul objectif c'est effectivement de ne rien jouer et de vendre des joueurs à la fin de saison pour gagner de l'argent, enfin en tout cas pour gagner un peu d'argent, il faut qu'il prenne Casanova parce que le vivier de talent, et encore talent c'est un mot usurpé pour parler du centre de formation du TFC, il y a que Casanova qui est capable de le gérer. Furlan, pour moi, ça fait partie de, comme Gourcuff, tu vois, de cette catégorie d'entraîneurs, voilà, qui a son importance, qui a eu son importance, mais qui n'est plus moderne, tu vois, qui ne peut plus exister dans le football actuel, dans le football qui est efficace actuellement. Ouais, mais donc il fait partie, pardon de te couper, Christophe, mais donc il fait partie des entraîneurs dits romantiques dans ces cas-là, si tu veux. Mais moi, je préférerais toujours un mec qui prend un club qui, de toute façon, ne joue rien, mais qui essaye de proposer un vrai projet de jeu, plutôt qu'un mec comme Casanova qui fait que défendre et tu te fais chier, et de toute façon, tu gagnes pas plus de matchs, tu vois. C'est peut-être un truc du passé, je suis d'accord avec toi là-dessus, mais faut voir ce qui est devenu la Ligue 1, quoi. Elle s'affaiblit d'année en année, et le niveau de jeu moyen, il fait très très peur. Tu vois, donc si t'as plus de romantiques qui proposent des trucs, on va vraiment se faire chier, quoi. Ouais, mais tu vois, enfin après Bob, on va te laisser vraiment clôturer là-dessus, mais quand tu aimes la Ligue 1, ce qui est notre cas, puisque sinon on ferait pas un podcast sur la Ligue 1. On n'aime pas TFC Dijon. C'est pas pour ça qu'on regarde la Ligue 1. Alors oui, on peut avoir une surprise, mais là, tu vois, on n'est pas surpris, on s'en fiche. Comme quand t'aimes la Première Ligue, tu vas pas regarder, tu vois, Nottingham Forest, Derby County, même s'il peut se passer des trucs exceptionnels dans ce match-là, mais c'est pas pour ça que tu vas regarder ces matchs-là. Donc le TFC, c'est comme Dijon, voilà, c'est des équipes qui n'ont pas d'ambition, c'est triste, c'est dommage, elles se donnent pas les moyens, en tout cas d'avoir des ambitions, et les moyens, c'est pas uniquement des moyens financiers, c'est aussi des moyens dans le jeu. Je suis assez d'accord avec Bob, et d'ailleurs je te donne la parole maintenant sur le fait que on a eu voilà deux équipes qui se ressemblent et qui sont venues faire de la bouillie au stadium. Donc il y avait 10 000 spectateurs. Franchement, quand tu sors de 90 minutes de ça, tu te dis tiens, ouais, je suis allé voir Toulouse-Dijon, c'était bien ton après-midi, ouais, bof quoi. Bob. Je suis pas trop d'accord avec le fait que Dijon et Toulouse c'est la même chose. Dijon clairement ils jouent le maintien. Maintenant, s'ils ont leur duo d'attaque Gomez et Tavares, ça va peut-être faire mieux, mais sinon non. Bon, écoutez les gars, il y a eu de la passion autour de ce Toulouse Dijon contre toute attente. Autre match qui a couché sur un nul, donc c'était dimanche entre Saint-Étienne et Brest, à domicile donc Saint-Étienne, c'est un partout. Brest a ouvert le score par Faussurier, ils ont fait une très belle première mi-temps, et ensuite Saint-Étienne a égalisé en fin de match par leur recrue Bouanga à la 83e. On a cru que Brest allait l'emporter, hein. Ça a été dur pour Saint-Étienne. N'est-ce pas Bob? Ouais, entièrement. Encore une fois, c'est un peu le même exemple que pour le match de Lille. Saint-Étienne, on a chanté leur louange le week-end dernier en disant que cette année, ce serait peut-être l'année de Saint-Étienne. En fait, ils s'en sortent bien de finir avec le nul. Brest a été solide, c'est là où ça nous permet de bien resituer l'excellente performance du TFC du week-end dernier. Aller chercher un point à Brest, c'est quand même une performance extraordinaire parce que finalement, ils ont joué de manière très correcte et ils auraient pu l'emporter. Voilà. Maintenant, c'est à printemps aussi du côté stéphanois de faire des vrais choix tactiques, d'essayer des choses, d'arrêter avec son faux neuf qui est Casery et d'en mettre un vrai, voilà, de faire des choses cohérentes. Alors en parlant de neuf, et d'ailleurs c'est Marco que tu vas nous en parler, il faut qu'on parle des neufs. Donc du côté de Saint-Étienne, Beric a remplacé Amouma donc en deuxième mi-temps. Il a raté, mais il a vendangé un truc ignoble. Il faut absolument le voir. Enfin, c'était un but tout fait. Il a balancé dans les tribunes. Donc à voir dans tous les replays d'attaquants vendangeurs. Et du côté de Brest, c'est Charbonnier. Le problème, on disait que voilà, il sort d'une super saison en Ligue 2. Là, sur les 2 premiers matchs, il nous a rien montré. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les neufs, Marco? Écoute, alors Charbonnier, alors je suis tout à fait d'accord, mais c'est peut-être un peu trop tôt pour l'évaluer. Mais en revanche, si le mec ne confirmait pas cette saison, ce serait jamais que le énième gars qui a planté but sur but en Ligue 2 et qui ensuite en met 10 fois moins la saison suivante en Ligue 1. Donc là-dessus, c'est attendons de voir, hein, si tu veux, mais ça me surprendrait pas. Il y a vraiment des mecs qui sont profilés pour la Ligue 2, ils sont très forts en Ligue 2. Et il y avait Bozok, là, le mec tu te rappelles, l'an dernier, là,
Pareil, il avait mis plein de buts en Ligue 2 et en Ligue 1 l'année dernière, il avait rien fait. L'attaquant de Nîmes. C'est ça. Et tu vois, donc bon, Charbonnier, à mon avis, ouais, la Ligue 2, ça correspond peu ou prou à son niveau. Donc il va titulaire toute la saison, il va finir par mettre ses 8 buts, hein, mais à mon avis, c'est le bout du monde. Par rapport à ce que tu disais sur Berić, il ne faut pas l'accabler parce que c'est l'un des rares mecs qui propose quand même des trucs offensivement. Il a raté un truc absurde. Je suis d'accord avec toi, mais ça arrive à tous les attaquants. Et je voudrais simplement conclure là-dessus et faire le parallèle avec ce que tu disais sur Lille tout à l'heure. Tu disais Lille, c'est typiquement le genre de club qui doit aller gagner à Amiens. Et ben, je te réponds encore plus que Saint-Étienne, c'est totalement et tout à fait le genre de club qui doit gagner à domicile contre Brest. Tu vois? C'est ça, Ouais, c'est vrai. T'as raison. Alors voilà, c'est du foot, hein. Un match jamais joué d'avance, etc. Mais là, ils s'en sortent bien ils s'en sortent bien. Disons que la recrue les sauve en fin de match, mais je te dis, c'est Saint-Étienne, c'est pareil quoi. Printemps, c'est pas Gasset, donc au niveau lisibilité du projet, j'attends de voir, mais je suis assez sceptique. Bob, tu parlais de la saison de Saint-Étienne cette année. Ouais, enfin ça dépend ce qu'ils visent, tu vois. S'ils visent le podium, tu peux faire une croix dessus. S'ils finissent cinquième, ce sera très bien selon moi. Écoutez, on va enchaîner par un autre match nul au sens strict du terme. Donc c'était le deuxième match de dimanche entre Reims et Strasbourg qui a accouché d'un 0-0. Bon point pour Strasbourg, hein, qui lui est déjà engagé dans l'Europa League puisqu'ils ont gagné leur ticket pour les barrages. Du côté de Reims, après leur victoire surprise contre Marseille lors de la première journée, un 0-0 à domicile, c'est un peu tristouné. Bob, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce 0-0 entre Reims et Strasbourg dont on se fout royalement? Voilà, ouais, on s'est fait chier. Donc moi j'ai pas vu le match, mais clairement du résumé que j'en ai vu, c'était catastrophique. D'un point de vue intention et d'un point de vue jeu, les Strasbourgeois avaient l'air contents. Et les Rémois, ils ont dû sabrer le champagne. Ok, très bien. Écoute, excellente conclusion. Et on va parler donc du match qui nous intéresse tous, puisqu'il s'est vraiment quelque chose que l'on ne soupçonnait pas. Hein. On ne pensait pas que Rennes allait l'emporter contre le PSG. Donc c'est ça, c'est dernier match de la deuxième journée. Victoire de Rennes à domicile 2-1 contre Paris. Paris avait ouvert le score par Cavani à la 36e sur un but un peu gag. Hein. On peut le dire, et puis ensuite égalisation juste avant la mi-temps de Niang sur un superbe but, un bel enchaînement d'attaquants, le contrôle est parfait, il se la décale et ensuite enroulé du gauche, et puis tout de suite après début de deuxième mi-temps, Del Castillo qui double la mise, et on en restera là jusqu'au bout. Malgré les rushs d'Mbappé, Mbappé a beaucoup tenté en deuxième mi-temps, mais le gardien Salin, hein, qu'on ne connaissait pas, je crois que c'est un gardien qui a 35 ans, qui vient de Sporting Lisbonne, qui a fait son match, et au final, voilà, Paris déjà deuxième journée, défaite, et Rennes qui prend sa revanche du Trophée des Champions, hein, Marco? Écoute, ouais. Alors après, bon, je voudrais quand même commencer par dire que au moment de l'ouverture du score, il y a une action. Alors juste après l'ouverture du score de Cavani sur un but, un but gag, voilà, ça arrive. Mais il y a Mbappé qui est lancé sur l'aile et qui va défier Salin et il est totalement accroché en fait dans la surface. Il y a un gros tirage de maillot qui n'est pas sifflé et Mbappé donc il va au bout de son action, il cadre pas. Ok, ça arrive. Il y a pas on va pas se retrancher derrière ça. Hein. Simplement, c'est péno. Ça c'est action typique en fait du VAR où là c'est très visible, c'est pas un truc furtif et l'image elle doit être consultée et l'arbitre doit pas hésiter, c'est péno. Donc ça faisait 2-0, c'était plus le même match. Mais une fois de plus, il faut surtout pas se cacher derrière ça parce que la prestation du PSG a été indigne. Mais vraiment, hein, c'était un cauchemar. Alors il y a absolument pas d'animation offensive dans cette équipe, hein, il faut le savoir. Sauf que d'habitude, quand t'as pas d'animation offensive, tu te démerdes quand même pour aller gagner typiquement à Rennes parce que le talent individuel des mecs finit par faire la différence. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que t'avais Diallo, il faut lui laisser un peu de temps, c'est normal. Mais Thiago Silva, Marquinhos, ils se regardent sur le but de Niang, ils sont complètement arrêtés. Verratti était un peu trop seul et il a pas fait un bon match dans l'ensemble. Et Draxler, en fait, c'est quand il a pris son carton jaune à la 44e minute que j'ai vu qu'il était titulaire. Donc, voilà, en gros, hein, ce qui se passe. Après l'animation offensive, et je termine là-dessus, je vous laisse la parole. Il faut surtout pas se cacher derrière l'absence de Neymar, parce que si tu as besoin de Neymar pour aller gagner à Rennes, c'est bon, faut arrêter le foot, hein, avec les mecs que tu as sur le terrain. Tu dois gagner contre tout le monde en fait dans ce championnat. Donc ok, il y a une grosse préparation foncière. Ok, les mecs, ils ont besoin de reprendre le rythme, pas de souci. Mais le déchet technique hallucinant d'un mec comme Di Maria,
Bon, Cavani, si tu veux combiner avec lui, bonne chance, hein, Ouais. c'est une catastrophe, mais ça on ne découvre pas. Mais le déchet technique, bon, Draxler fantomatique, Di Maria comme d'hab, hein, les mauvais choix, et Mbappé, tout le monde se branle sur lui, mais c'est pas un joueur fini, c'est un mec qui est très très fort au niveau physique, extrêmement rapide, mais ce mec-là ne sera jamais Lionel Messi, ce sera au mieux selon moi Thierry Henry. Et c'est déjà pas mal, hein, mais je dis simplement qu'il en est encore loin du niveau max de Thierry Henry. Bob, qu'est-ce que t'as à répondre à ces merguez de Marco? Non, c'est pas des merguez, c'est plutôt vrai dans l'ensemble. Maintenant, voilà, je reconnais bien un supporter du PSG qui, avant de commencer son analyse, trouve déjà des excuses à son équipe pour dire qu'il aurait dû avoir 2-0, mais du coup, ça aurait pas été le même match. Maintenant, Paris, finalement, le pari de Tourelle, c'est quoi le pari de Tourelle en fait? Parce que je trouve qu'il n'y a jamais de fond de jeu particulier que je voyais parfois, par exemple, avec le PSG de Blanc, ou même parfois avec Ancelotti, même si c'était différent. Là, Et Emery? ouais, moi un peu moins quand même. Mais sinon, là, je trouve que Tourelle, tout le monde en dit du bien. Moi aussi, je trouve qu'il a l'air sympa, qu'il a une com qui est intéressante. Mais au final, je vois pas de fond de jeu particulier. Je suis entièrement d'accord, hein, Bob. Je me pose la même question que toi. Le mec, on nous l'a vendu comme le nouveau Guardiola, et alors il a jamais joué, son équipe n'a jamais joué comme une équipe de Guardiola. Vraiment, c'est une question tout à fait légitime. Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe pour que tu aies une telle absence de fond de jeu? Alors là, bon, c'est le début de la saison, hein, ça, ils vont régaler par séquence, hein, je m'inquiète pas, mais il y a des fois où tu te dis quand il manque 2-3 mecs, ça y est, il y a plus personne, quoi, et c'est totalement anormal. Je te rejoins là-dessus. Alors, en parlant parce que là on parle beaucoup de Paris et il faut pas qu'on enlève aussi tout le mérite à Rennes qui a fait un super match. Rennes, ils avaient déjà été intéressants lors du Trophée des Champions. Exact. C'est une équipe qui est cohérente. Première journée également. Ils ont perdu Sarr, qui a été bien vendu en Angleterre. Et malgré tout, vous voyez, tout à l'heure on parlait des équipes qui ont été amputées de joueurs majeurs et qui ne s'y retrouvent pas. Là, il y a du jeu. Le pressing, notamment en première mi-temps, exercé par les Rennais, était remarquable. Marquinhos, on s'est bien rendu compte sur ce match-là que dès que le niveau est supérieur en tout cas à la moyenne de la Ligue 1, bah c'est compliqué pour lui en 6, c'est pas un 6. Donc tu parlais Bob de Turel, qu'est-ce qu'il essaie de faire, quel est son projet de jeu? Moi Marquinhos en 6, je ne comprends pas. Ah, je suis pas tout à fait d'accord, Christophe, là-dessus. C'est pas son vrai poste. On est tous d'accord là-dessus. Mais il a fait des très gros matchs en 6, notamment à Manchester United au match aller en Ligue des Champions l'an dernier. Il a totalement cadré Pogba, qui a été. Ouais, mais Marco, Manchester United l'année dernière, c'est pas une grande équipe. On peut pas dire ça. Ok, je suis d'accord avec ça, mais c'est quand même au-dessus du Stade Rennais. Enfin, tu vois. Ouais. Oui, Ouais. c'est possible. Mais en tout cas, je veux dire, ce problème du 6 à Paris, on le connaît depuis 1 an et demi. Et là, je ne comprends pas. On se retrouve deuxième journée de cette saison. On a encore Marquinhos en 6. Ils sont allés chercher Diallo. Alors, il est très gentil, Diallo. Hein. D'accord, c'est un jeune talent. Et ok, ils sont allés le chercher à Dortmund. Pourquoi pas? Mais le besoin, il n'était pas là. Ils ont pris Idrissa Gueye pour ça, tu sais. Ouais, ils ont pris Gay, ils ont pris Herrera aussi. Mais il est où? Il est où, Gay? Alors Gueye, il est en phase de reprise là. En fait, il est arrivé plus tard que les autres parce qu'il était en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc il s'est entraîné pour la première fois avec ses coéquipiers en début de semaine. Donc il était dans le groupe. Il n'est pas rentré parce qu'il est peut-être encore un peu juste, mais il sera là au prochain match. Mais évidemment, ça a été un problème. Historiquement, ça a été le manque qui n'a jamais été comblé dans ce 11 depuis le départ à la retraite de Thiago Motta. Et évidemment, ça change tout. On parle aussi de Paredes, qui a brillé par son absence. Super recrutement Paredes. Hein. Paredes, si tu veux, c'est pas un 6, lui, c'est un relayeur. Alors, je suis d'accord avec toi que c'est pas le profil qui manquait. Après, Paredes, moi, je l'ai vu pendant la Copa América, au sein d'une Argentine décimée. Ça a été l'un des meilleurs Argentins, figure-toi. Et mais pas en 6, hein, je suis d'accord. C'est le mec, c'est plutôt un 8. Donc, faudra voir. En tout cas, d'après ce qu'on a vu ce soir par rapport à Draxler, Paredes sur un pied, je le préfère 1000 fois à Draxler au sommet de son art, parce que c'est plus possible ça. Bob, qu'est-ce qui se passe avec Draxler? Parce que Draxler là, il nous fait le coup de l'Allemand invisible. Complètement.
Qu'est-ce qui se passe? On peut poser la même question à Di Maria, on peut poser la même question à Meunier, on peut poser la même question Alors à... c'est pas tout à fait pareil, Bob, en fait. C'est-à-dire que Di Maria, je sais il est nul, hein, il sert à rien. Simplement, comme le mec il fait des stats, Tourelle l'adore. Effectivement, le mec, bah, il tire 50 fois par match, donc il finit par marquer un but et faire une passe d'ess. Mais Draxler, c'est différent. Draxler, on nous l'a vendu comme l'un des meilleurs espoirs allemands à son poste, même pas espoir parce qu'il est arrivé champion du monde 2014. Et le mec, il a fait 6 premiers mois où il était en feu. Et puis ensuite, il s'est installé dans un confort et il a totalement disparu. C'est quoi le poste de Draxler? Parce qu'en fait, je me rappelle que les 6 premiers mois de Draxler, justement, il était ailier droit à la place de Di Oui, Maria où il avait été exact. très bon. Maintenant, il joue dans ce milieu un peu bâtard du PSG où Milieu excentré, ouais. ouais, où c'est un peu dégueulasse, où chacun trouve sa place comme il le peut, sauf Verratti qui est indiscutable, on est d'accord. Mais sinon, Draxler, c'est quoi son poste? Il faut aussi m'expliquer. Ouais, mais alors attends, alors ça j'entends, mais je veux dire, c'est pas parce que tu joues pas pile à ton poste que t'es obligé d'être fantomatique tout le temps. Tu t'adaptes, t'es un mec qui est quand même assez fin techniquement, qui est jeune, qui a du coffre, qui a du ballon, qui a une vision de jeu. Le gars, il disparaît des matchs, et le pire, c'est que bah, à l'arrivée, tu sais même pas, il a pas été nul, c'est juste qu'il s'est planqué tout le match en fait. D'accord? Donc enfin, au niveau de la mentalité, je te parle pas que au niveau technique en fait, au niveau de la mentalité, ça prouve que le mec, il s'en branle, il est là, il est dans une ville qu'il aime bien, il est bien payé. En plus, d'après ce que je peux lire, il est pas insensible au charme des nuits parisiennes. Enfin, il y a trop de trucs qui vont pas, quoi. Le gars, il est en roue libre. Ouais, mais Marco, en fait, c'est pas ce que tu décris, c'est pas le problème d'un joueur, c'est le problème finalement de l'effectif parisien. C'est que les mecs sont en roue libre, ils savent qu'ils vont gagner le championnat. Et encore là, c'est même pas sûr. Et après, franchement, Paredes, comment tu peux estimer que Paredes est au-dessus de Draxler? Paredes, c'est une grosse blague. Il est arrivé il y a 45 millions, qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé au PSG? Il a vraiment strictement rien fait. Et il a eu moins de temps de jeu, beaucoup moins de temps de jeu que Draxler, hein, je peux te dire. Hein. Si ce mec est titulaire à la place de Draxler, tu verras la différence. Il va pas tout réussir, mais au moins il se cachera pas. Parce que c'est le pire défaut pour un joueur de foot, en plus payé autant, c'est de se planquer. Ouais, bon alors là, ok, bon ben on verra. Hein. Pour parler, messieurs, pour parler de Rennes, il faut qu'on parle du phénomène rennais, le jeune, très jeune Kamavinga, 16 ans. Alors, il est peut-être trafiqué, hein. En tout cas, Ouais, c'est possible. oui, bah, c'est possible. En tout cas, bon là, il a 16 ans et il est épatant. Il est épatant de fraîcheur et épatant de vivacité aussi. Hein. C'est la pointe basse du milieu de Julien Stéphan, mais enfin, en tout cas, contre le PSG, il a vraiment été très bon. À côté de Grenier, que j'attendais pas à ce niveau, hein. Alors c'est toujours la charrette, hein. C'est pas un joueur qui va vite. De toute façon, il est jamais allé vite, mais c'est un joueur qui est précis et précieux. En tout cas, il a fait mal à Paris. Moi, j'ai bien aimé ce Rennes. Vraiment, il n'y a pas de star. Ça c'est sûr, il y a pas de star, mais voilà, vous avez des joueurs comme Niang, comme Del Castillo, comme Grenier, qui font le boulot. C'est une équipe besogneuse, et c'est peut-être ça dont la Ligue 1 a besoin. En tout cas, Paris s'est cassé les dents. Paris s'est cassé les dents contre Rennes sur ce deuxième match, et ça aussi, ça envoie le signal que peut-être que Paris est redevenu une équipe de Ligue 1. Ils sont peut-être moins stratosphériques que ce qu'ils étaient les années passées, et c'est peut-être tant mieux pour le niveau de la Ligue 1. Moi, j'aimerais bien que voilà que Paris ne soit pas champion cette année, qu'on ait peut-être un Lyon qui soit champion, ou un autre club, que ça amène Paris à se réveiller. Bah ouais, alors moi je suis pour l'intérêt du championnat, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, hein, Christophe. Simplement, c'est quand même un peu un nivellement par le bas que d'estimer qu'on préfère un pari plus faible qu'avant. On veut pas ça, on veut plutôt que les équipes qui sont derrière soient plus fortes. Tu vois, pour le niveau du championnat. Si Lyon est champion, ce sera un exploit incroyable. Moi, je pense que Paris sera quand même champion parce qu'il y a trop de marge, si tu veux, et voilà, il peut encore se passer beaucoup trop de choses. Maintenant, pour revenir au Stade Rennais, oui, voilà un projet qui est déjà beaucoup plus cohérent que pour ceux des clubs qu'on a évoqués antérieurement. Et Julien Stéphan, je suis assez bluffé parce que ce mec arrive à faire avec cette équipe. Alors oui, l'effectif est quand même pas dégueu, effectivement, mais le mec, il fait jouer cette équipe, c'est cohérent, c'est solide, c'est pas bon, tu vois, tu te branles pas non plus devant les matchs de Rennes, quoi. Hein, t'as une demi-molle, mais c'est quand même cohérent, c'est solide et c'est assez sympa à voir. Enfin, Kamavinga, 16 ans, faut quand même avoir les coronets de le mettre, hein. Bah, ils avaient sorti Dembélé, hein, qui était pas beaucoup plus vieux, tu te rappelles, hein, donc ils sont un peu coutumiers de ce genre de trucs. Après, bon, en l'occurrence, Kamavinga, je doute pas de son potentiel, mais il a pas fait un très gros match. Je pense que voilà, il a besoin d'avoir du temps de jeu, de s'affirmer un petit peu. Mais oui, mais c'est bien qu'un mec comme Stéphane ait pas peur de faire confiance à des jeunes au fort potentiel.
Va falloir qu'ils recrutent quand même. Rennes, on en a parlé la semaine dernière également. Ils ont la trésorerie pour qu'ils fassent une belle saison. Il va falloir qu'ils recrutent un gros joueur. Je pense pas qu'ils aient fait un match si exceptionnel que ça. En vérité, Rennes, c'est là aussi où ça m'inquiète pour Paris. J'ai pas l'impression d'avoir vu un Rennes vraiment extraordinaire comme on a pu le voir l'année dernière en Europa League, par exemple. C'est juste, voilà, il y a Nyang qui a fait marquer son exploit personnel et après ils ont profité de la défense apathique pour marquer le deuxième but et après ils ont verrouillé derrière, mais j'ai pas non plus vu des envolées incroyables ou des choses sublimes de leur part. Voilà. Et je partage entièrement l'avis de Marco sur Stéphane, qui pour moi est un excellent entraîneur, voire un magicien. Non, j'ai pas dit magicien. J'ai dit que le mec, avec le matériel qu'il a, il arrive quand même à tirer pas mal de cet effectif. Excuse-moi, mais tu vois, ils ont été, ils gagnent la Coupe de France déjà, Trophée des Champions, ils ont failli, tu vois, égaliser la dernière minute. Ils retapent Paris ce soir. Je te trouve dur quand même, Bob. C'est pas un magicien, mais c'est un mec qui, clairement, il sait où il va, quoi. En tout cas, il a l'air. Non, mais en vrai, c'était pas vraiment ironique, hein. Le mot magicien l'était certainement, mais en vrai, je partage ton avis. Je pense que c'est un très bon entraîneur. Si on réécoute le podcast exceptionnel de la première édition, justement, on en parle. On dit que c'est quand même un très bon entraîneur et que c'est même justement la star de l'effectif pour l'instant. Bah moi, j'écoute pas les podcasts où j'interviens pas, mais ce que je peux dire, c'est que Stéphane, il a chassé Salamaillet du stade et que du coup, la demi-molle aurait pu se transformer en demi-dure, mais c'est un échec. Alors, mon petit Marco, je peux pas te mettre de carton rouge parce que tu l'as déjà reçu dans cette émission, mais ça va être une interdiction de stade prononcée par la préfecture dans peu de temps. Bon, écoutez, pour terminer sur ce match, on est quand même assez surpris. Moi, je suis surpris par la victoire de Rennes. Je m'attendais à une victoire de Paris, alors, peut-être pas une grosse claque, mais je pensais que Paris allait quand même dérouler. Ils ont fait une bonne préparation, ils sont en forme. Est-ce qu'ils seraient pas pollués par le feuilleton de Neymar? On va en parler donc lors de la fin de l'émission, puisqu'on va parler du mercato. Mais avant de parler du mercato, il faut qu'on décerne les trophées merguez de cette deuxième journée. Donc, nous avons d'abord la merguez d'or de la meilleure équipe. Alors, la merguez d'or de la meilleure équipe de cette deuxième journée. Pour vous, c'est qui? Ouais, Lyon quand même. Lyon, c'est indéniable. Pour l'instant, c'est eux qui, sur les 2 premières journées, sont au-dessus du lot. Bon, on est d'accord. Donc moi aussi, je mets ma merguez d'or à Lyon. Donc unanimité pour Lyon. Et donc la merguez cramée de la pire équipe. Moi, perso, je dis Paris parce que c'était une bouillie. Ce soir, c'était affreux. Maintenant, voilà, c'est parce que c'est l'équipe la plus médiatisée. Si on regarde dans le détail. Reims-Strasbourg, c'était pas très beau. Nantes-Marseille non plus. Donc, mais bon, vu l'écart, si tu veux, entre l'effectif, le potentiel et les attentes et le résultat, moi, je dis Paris. Paris. Bob. Marseille. Pourquoi Marseille? Parce que non, peut-être Marseille et Monaco quand même. Je suis désolé, j'avais oublié même Monaco. Je pense que clairement Monaco remporte la palme de l'équipe la plus dégueu depuis bientôt pas mal de temps quand même déjà. Ils sont très très nuls Monaco là. Moi, je suis d'accord avec toi. Je mets également Monaco en merguez cramée, et en plus une merguez cramée dédicacée par le prince Albert. Parfait, la meilleure quoi. La meilleure. Donc, on est d'accord. Donc, on l'emporte pour Monaco merguez cramée, et donc maintenant le trophée de la merguez d'or du meilleur joueur. Quel est le joueur merguez d'or de cette deuxième journée pour vous, Marco? Écoute, je suis quand même tenté de dire Depay. T'as bien aimé son match? Ouais, il a fait un gros match. Ce sera peut-être que un feu de paille, hein, mais j'ai bien aimé. Bob, qui dit mieux? J'ai pas de calembour sous le coude, mais j'ai préféré Aouar en fait. Aouar pour moi, il a les clés du jeu lyonnais. C'est un joueur très brillant qui a énormément de talent. Il a été excellent face à Angers. Donc pour moi, c'est le. Ouais, il faut encore qu'il confirme, mais pour ça, ça reste Aouar. Hein. Wow. Oh. Alors, en parlant de brillant, donc c'est pas Jimmy, mais ce sera Andy. Pour moi, ma merguez d'or, c'est Delors, parce que mais parce que déjà il met un beau but, contre Bordeaux, il met un beau ciseau, et puis aussi parce que je trouve qu'il représente bien, cet attaquant généreux, voilà, qui est typique de la Ligue 1. C'est pas le mec le plus talentueux du monde, mais c'est un type, voilà, qui va jusqu'au bout de ses actions. Il était
perclus de crampes en deuxième mi-temps contre Bordeaux, mais il a tout donné, il a mis un but, et puis il représente bien voilà cet esprit montpelliérain qui ne lâche rien. Donc je lui mets voilà, c'est un trophée merguez d'or d'encouragement. C'est un peu le Kavenaghi des temps modernes. Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça en mode gitan, mais mais on l'aime bien quoi. le trophée de la merguez cramée, donc du joueur de la merguez cramée pour vous. Ça peut être un gardien. Hein. La semaine dernière, c'était un gardien. Écoute, je laisse Bob prendre la main là-dessus. Il faut que je réfléchisse un peu. Bah, continuons à tirer un boulet rouge sur Monaco et je pense que Glick est un candidat crédible. Ouais. Non, elle est polonaise, voilà, la merguez cramée. Enfin, en tout cas, elle est pas loin, quoi. Ouais, mais ouais, je pense que pour moi, je vais quand même rester sur Draxler parce que j'en peux plus en fait des mecs qui sont là mais qui sont pas là, qui sont payés une blinde, qui se bougent même pas le cul, qui font même pas semblant. Donc ouais, je vais dire Draxler. Ok, très bien. Mais moi, mon trophée de la merguez cramée, et je suis obligé de la mettre à notre ami Benedetto de Marseille parce que son penalty, voilà, il est juste immonde pour son premier match. Donc, pour l'ensemble de son œuvre sur le match Marseille-Nantes, je lui mets ce trophée de la merguez cramée. T'es sévère quand même, Christophe, parce que t'es pas le premier dans ta carrière à avoir chié des pénaux quand même. Alors, c'est vrai. C'est vrai. Justement, moi, je l'ai reconnu publiquement. Donc voilà. Disons que en tant que digne représentant de la merguez cramée, je trouve que je suis légitime pour les attribuer. Et donc là, Benedetto, il la mérite cette journée. Même si Glick, je mets un ex-aequo avec Glick, parce qu'effectivement, il a été exceptionnel de médiocrité. Bah, surtout que c'était le capitaine quand même d'une équipe en plein naufrage. Capitaine abandonné, Gold. Ouais. Parlons maintenant du mercato. Donc le mercato, avec le feuilleton de l'été, c'est le feuilleton Neymar. Donc le clan Neymar affirme qu'il va quitter Paris d'ici la fin du mercato, donc c'est-à-dire fin août, début septembre. On voit qu'un seul club capable de l'acheter, c'est le Real Madrid, puisque on a bien compris que Barcelone, en fait, jouait au poker menteur. Hein. Alors qui peut acheter Neymar? Qui peut mettre 250 millions? Bah, il y a Manchester. Il y a Manchester United. Et en plus, il vire Alexis. Ouais, mais il achète quand? Il achète en janvier. Oui, mais il vire Alexis Sanchez en plus. Donc ils ont vendu Lukaku et ils vont prêter Alexis Sanchez. Ouais, mais Manchester, Bob, ils se sont jamais renseignés sur Neymar. Ah, mais peut-être. Mais en tout cas, oui, mais Manchester est capable de l'acheter en tout cas. Le mercato est fini en Angleterre. Ouais, ils ont la surface financière pour l'acheter, mais bon, ils se sont jamais concrètement renseignés sur Neymar. Moi, par rapport à ça, Neymar en Angleterre, je demande à voir. À mon avis, avec son physique de brindille, il se ferait mais broyer par les contacts rugueux mais réguliers de la première ligue, et c'est pas du tout un championnat pour un mec comme ça. Il peut jouer que en Espagne ou en Italie, où c'est très tactique et où les mecs voilà, ils se rendent pas dedans comme des malades. Et la France, c'est un championnat, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les mecs qui découvrent, ils sont surpris en arrivant en Ligue 1, les attaquants qui viennent pour la première fois, ils sont surpris de trouver un championnat où tu as des défenseurs hyper rugueux, des équipes regroupées et physiques et un niveau assez dense, bien que globalement faible, mais c'est Neymar, il s'est cassé les dents. Enfin, c'est pour ça qu'il a été blessé pas mal de fois aussi. Hein. C'est parce qu'il y a quand même un aspect physique qui est prédominant en Ligue 1 et qui, si les mecs comme lui sont pas protégés, ben voilà quoi, il se pète. Alors Marco, Neymar, en fait personne n'en veut. C'est le cadeau empoisonné quoi. Non, c'est pas exactement ça. Moi, ma théorie sur cette histoire, c'est que Barcelone n'a jamais vraiment voulu recruter Neymar cet été. Il y avait simplement le vestiaire et notamment Messi qui faisait du forcing au quotidien auprès du board pour qu'il fasse revenir Neymar. Et je pense que Neymar, il est un peu tombé dans le panneau de tout ce cirque en faisant passer le message que lui, il souhaitait vraiment quitter le PSG, en pensant que c'était quasiment fait avec le Barça. Or, ça n'a jamais été vraiment le cas. Et là, il se retrouve un peu comme un con. Alors, t'as Leonardo qui fait du rétropédalage en disant que c'est encore un joueur sous contrat, que c'est un bon mec, c'est un joueur extraordinaire, pour essayer de retourner un peu les supporters. Mais je pense que Neymar et son clan, ils ont vraiment merdé avec ces histoires de déclarations qui ont vexé les supporters, et que il y a pas besoin de ça quoi. C'est pas très classe, et surtout faut jamais insulter l'avenir. Et je pense qu'il va finir par rester parce que le Real veut absolument faire Pogba. Et je les vois pas faire all-in sur Neymar, sachant que Bale va rester, que Rames va rester, que, enfin, tu vois, c'est que le Barça a pas le fric, tout simplement. Apparemment,
Zidane ne serait pas ultra chaud à l'idée d'accueillir Neymar. Écoute, c'est ce que j'entends aussi. Je suis un peu sceptique par rapport à ce genre de truc. Tu vois, quel entraîneur ne rêve pas d'un top 3 dans son équipe? Quelle équipe n'est pas améliorée par un Neymar au top de sa forme? Tu vois, c'est pareil. Donc à mon avis, Zidane, si tu lui donnes pas Pogba, mais que tu lui donnes Neymar, alors c'est pas du tout le même poste évidemment, mais il va trouver un moyen de te le faire jouer. Hein. Je suis pas du tout inquiet. Mais c'est surtout Pérez qui décide au Real. Et Pérez, lui, son rêve, c'est depuis toujours, c'est les Galactiques. C'est lui qui a inventé le concept. Et il suit Neymar depuis très longtemps, depuis qu'il était à Santos. Donc, avant même qu'il soit à Barcelone, qu'il soit transféré à Barcelone en 2013, il le suivait. Et je pense qu'il a pas renoncé à faire Neymar. Je pense pas que ça va se faire là dans les 15 jours qui viennent. À mon avis, ils partent de trop loin. C'est un transfert qui peut pas se régler en 15 jours. C'est pas, ça me semble pas viable. Mais je pense que là, on se dirige vers un maintien de Neymar au PSG cette saison. Et ce sera un mariage de raison. Il faudra que le mec comprenne que c'est aussi son intérêt, tu vois, d'être bon et de porter le club. Et que si tout se passe bien et que la fenêtre s'ouvre au mercato d'été prochain, là, il pourra partir dans de bonnes conditions. Mais je pense que c'est trop juste pour qu'il quitte Paris maintenant. Bob, est-ce que Neymar peut raisonnablement rester au PSG au moins jusqu'au mercato d'hiver? Si les performances parisiennes continuent à être de ce niveau-là, c'est sûr qu'il va revenir comme le Messi. Après, je pense vraiment que Zidane n'en veut pas. C'est typiquement le genre de joueur qui n'apprécie pas trop, qui ne travaille pas et qui est assez tricheur sur le terrain. Faut pas oublier aussi une chose, c'est que Hazard s'est blessé. Donc malgré tout, c'est pour ça que Bale va rester. Parce que je pense que Zidane se rend compte que ses recrues, là, Jovic, apparemment, c'est même possible qu'il le prête alors que c'est Zidane qui le voulait. Hazard, Zidane le voulait. Il est arrivé avec 15 kilos en trop et 25 kebabs dans le cornet. Ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que c'est un mot belge. Lukaku, c'est pareil. Lukaku, là, il est arrivé à l'Inter, il faisait 1,5 tonne. Et ils ont dit, faut faire attention et faut faire un régime avant. Je suis assez sidéré de ce genre de joueurs qui... C'est les moules frites? C'est les moules frites, les bières et de la stupidité quand même. Parce qu'ils ont l'entourage, les mecs ils se rendent pas compte que manger des Mister Freeze toute la journée, ça fait grossir, quoi. Je suis un peu perplexe par rapport à ça, parce que si les mecs ils mettent 100 millions sur Hazard, qui est quand même l'un des meilleurs milieux offensifs des dernières années, j'imagine qu'ils ont pris leurs infos sur le mode de vie du gars, sur la diététique, etc. Et je voudrais juste revenir sur ce que tu as dit par rapport à Neymar au début, Bob. Tu as dit que le mec il travaille pas. Tu peux pas dire ça. Le mec a peut-être pas le mode de vie le plus sain au monde, mais tu peux pas dire qu'il travaille pas, parce que ces mecs-là, en fait, à ce niveau-là, il y a un travail plancher au quotidien qui est effectué, et c'est des monstres. Alors c'est pas tous des Cristiano Ronaldo, qui est le mec qui bosse le plus dans le foot depuis 15 ans, mais tu peux pas dire qu'il travaille pas. C'est pas vrai. C'est juste que le gars, bon, il a besoin de sortir un peu pour se vider la tête. C'est pas trop ce qu'en disent ses coéquipiers au PSG. Ils disent qu'il a vraiment des passes droits, même presque hallucinants au camp des loges en ce qui concerne les entraînements. C'est vrai. Non, mais ça c'est vrai. C'est vrai, mais c'est un autre débat. C'est-à-dire que clairement, le PSG, pour faire ce transfert, lui a donné un salaire mirobolant et lui a aussi donné les clés du club. Mais c'était la condition sine qua non pour faire venir ce mec. Donc on peut tout à fait discuter de ça, à savoir est-ce qu'ils ont bien fait ou pas. Peut-être pas. Peut-être que le PSG à ce stade de son histoire n'était pas assez grand pour accueillir un mec comme Neymar dans de bonnes conditions. C'est un débat tout à fait légitime. En attendant, si tu faisais pas ça, si tu faisais pas de tapis rouge, le mec venait pas. Enfin, tapis rouge relatif, parce que quand il s'est agi de décider qui tirait les pénaux, on a continué à les donner à Cavani, le chouchou du parc, le mec qui techniquement est nul, qui a un déchet technique impossible. Et oui, meilleur buteur de l'histoire du club, il a mis 180 buts, mais en 6 millions de matchs. Donc bref, c'est encore un autre débat. Mais du coup, non, c'est un mec qui a des passes droits, mais ça reste un bosseur. T'arrives pas à ce niveau-là, même si t'as du talent, si t'es pas un bosseur. Alors pas depuis qu'il est au PSG. Bob et Marco, pour reparler du PSG, il semblerait que des représentants de Dybala aient été vus donc ce week-end donc au camp des loges, donc pour évoquer un éventuel transfert de Dybala au PSG, sachant que en gros le PSG est quasiment un des seuls clubs capables déjà de le payer, parce que son transfert ce serait environ 100 millions d'euros. Il est indésirable à la Juventus. Il a raté la fenêtre du mercato anglais puisqu'il a failli signer à Tottenham, mais il y a un imbroglio comme seuls les Anglais savent le faire. Est-ce que le transfert de Dybala serait lié à celui de Neymar?
Je sais pas ça. Pardon, Bob, si tu veux répondre, juste un petit mot rapide par rapport à ça. Tu as dit 100 millions, Christophe, pour Dybala. C'était 90 millions le prix de l'an dernier, mais il a fait une très mauvaise saison. Et là, d'après ce que j'ai lu, ça pourrait se négocier à beaucoup moins. Ça pourrait se négocier à 50-60, peut-être 70. Bon, après à voir s'il y a des bonus ou pas. En tout cas, un Dybala même à 70, à 25 ans, c'est une affaire. En remplacement de Neymar, alors évidemment, hein, si Neymar doit se casser au Real parce qu'il veut vraiment se casser et que le Real a le cash pour le prendre, recruter Dybala, quand tu observes le marché des joueurs offensifs actuellement, bah c'est l'un des plus crédibles pour remplacer, bien sûr. Est-ce que Dybala à Paris, ça veut dire bye bye Sarabia? Non, il vient d'arriver. Lui, il va pas partir. Oui, enfin, ça veut dire bye bye, ça veut dire bonjour les tribunes ou bonjour le banc, quoi. Ah mais Sarabia, tu sais, Christophe, il a jamais été recruté comme autre chose qu'un joueur de complément. Hein. Le mec, il sait très bien pourquoi il est là. C'est un très bon joueur, mais il est pas là pour être titulaire. Alors après, si là il enchaîne depuis le début, c'est parce que tout le monde n'est pas encore revenu parmi les titulaires, mais il a jamais été question de l'installer dans le 11 durablement. Hein. C'est un très bon joueur, mais c'est pas un joueur niveau top 5 de C1, tu vois. Dans tous les cas, si Dybala vient, Neymar s'en va, ça c'est sûr. Pour moi, les deux transferts sont entièrement liés. Alors oui, effectivement. C'est plutôt que si Neymar se casse, Dybala sera le probable remplaçant. Ouais, je suis d'accord. Bon, super. Écoutez, je vais vous donner quelques infos mercato. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Merguez ou Chipo. Merguez, ça vous intéresse. Chipo, on s'en fout. Merci pour le miaulement de chat. Ok, la première info, c'est que Nice serait en phase de recruter Dolberg, donc l'attaquant de l'Ajax. Merguez ou Chipo? Merguez. Ouais, plutôt Merguez. Tu vois, tu te dis le mec, bon, c'est l'Ajax, ok, très grosse saison l'an dernier, mais le projet de Nice à ce stade, moi, on peut en attendre pas mal de choses. Hein. C'est-à-dire que là, il faut qu'il finalise l'organigramme déjà. Mais bon, cet attaquant néerlandais, si tu veux, voilà, c'est pas du tout dans le top des attaquants du moment. Donc, je pense comme Bob que c'est la petite Merguez qui deviendra grosse. Il est danois, hein. Il est danois. Ouais, mais c'est pas danois. Non, mais tu sais qu'avec la tectonique des plaques, Danemark et néerlandais, enfin, c'est pareil. C'est pareil. Donc il le paierait environ 25 millions avec des bonus, ce qui peut paraître pas cher. Il a que 21 ans, mais il sort d'une saison pas flamboyante, hein, parce que même s'il a fait partie d'une équipe qui collectivement a brillé sur la scène européenne, il n'était pas forcément associé systématiquement à tous les matchs. Non, il était pas titulaire, mais 25 millions avec bonus, c'est quand même cher hein, pour un mec qui était pas titulaire et qui est néerlando-danois. C'est bizarre quand même. Non, à mon avis, il faut absolument pas l'acheter. Hein. Ok, donc pour vous c'est plus Merguez. Très bien. Donc on en a parlé, notre ami Balotelli qui signe à Brescia, Merguez ou Chipo? Non, ça c'est Chipo, ça, parce que le mec, tu sais, Brescia, c'est la ville de son enfance, et c'est le club de son enfance. Balotelli, il y a plus rien à en attendre, si tu veux. C'est un mec, on a compris quel était son niveau plafond. C'est le niveau qu'il avait à Manchester City, à savoir, bah, il va te mettre ses 20 buts max dans la saison quand l'équipe elle tourne vraiment bien. Mais sinon, il est totalement irrégulier, totalement ingérable. Fort sympathique par ailleurs, très drôle, très sympa, mais bon, voilà, c'est un peu son niveau, quoi. Donc autant qu'il reste en Italie, dans sa ville, et c'est pas exclu que le mec il te plante la quinzaine de buts. Hein. Si les conditions sont réunies, c'est un très bon attaquant, Balotelli. Faut juste que voilà, qu'il se mette un peu en mode foot, quoi. Bob? Ouais, Chipo entièrement. Je suis assez étonné quand même que Brescia il est assez solide pour pouvoir l'accueillir. Parce que c'était le frein de Marseille, quand même. C'était son salaire. Faut pas oublier qu'il a Raiola comme agent. Donc tout n'est jamais fait et tout vaut très cher avec lui. Donc je suis assez étonné de ça. Maintenant, c'est un garçon finalement assez charmant, je trouve, Balotelli. J'aimerais pas l'avoir dans mon équipe, mais c'est un bon gars, je pense. Bah quand tu vois les recrutements que Marseille oui. a fait par ailleurs, excuse-moi, mais là Balotelli en fait, tu te rends compte que c'est bien au-dessus de Mitroglou, c'est bien au-dessus de Benedetto. Franchement, ils ont été capables de lâcher 30 millions de transferts et 4 millions nets de salaire pour Strootman. Le mec met pas un pied devant l'autre. Payet, ils l'ont ramené de West Ham pour 30 millions à l'issue de sa meilleure saison, certes, mais il avait 29 ans. Enfin, ils font un peu n'importe quoi à Marseille au niveau des transferts depuis quelques saisons. Hein. Et là, il lâche 16 millions pour Benedetto, 16 millions. Mais moi, j'ai pas dit l'inverse. Hein. J'ai pas dit que Marseille avait fait du bon recrutement. J'ai juste dit que cela, c'était actuellement le frein
pour l'avoir prolongé ou l'avoir fait signer un nouveau contrat sur l'année d'après. Ouais, mais du coup, ça se transforme en mauvais recrutement parce que ils font pas les bons choix en fait, parce que c'était moins cher de garder Balotelli à ses conditions financières que de lâcher 16 millions pour un mec qui t'offre aucune garantie et qui a jamais joué en Europe, si tu veux. Alors Marco, faut vraiment que tu écoutes le podcast de la semaine dernière. Nouveau point mercato, le fait que Zidane annonce que Bale reste au Real Madrid suite à son excellent match. Premier match du Real Madrid, victoire contre le Celta Vigo. Bale a été très bon. On disait que Zidane et Bale ne pouvaient plus s'encadrer. Apparemment, une nouvelle histoire va démarrer entre les deux. Merguez ou Chipo? Chipo. Alors pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. C'est parce qu'en fait, tu vois, il a fait un très bon match. Ils ont gagné alors qu'ils étaient à 10 en plus. C'est très bien. Et j'ai lu notamment sur Twitter que ça y est. Et pas que sur Twitter, que c'est bon, les problèmes offensifs du Real étaient réglés avec le bon retour de Bale et que donc ils avaient plus besoin de Neymar. Et moi, ça, c'est le genre d'analyse qui me fait halluciner, qui se base sur un match pour dire que tout est rentré dans l'ordre avec Bale et que du coup, c'est bon, il a fait un bon match, il joue sur le côté gauche comme Neymar, donc c'est bon, il n'y a plus besoin de Neymar. Tu vois, les conclusions hyper hâtives comme ça. Donc voilà, pour ce qui est de Bale lui-même, c'est un super joueur, même s'il a une hygiène de vie un peu merdique. Lui, c'est un obsédé de golf et il pense qu'à ça tout le temps. Et je pense que bon an mal an, Zidane le garde dans son effectif parce que vu son niveau de salaire, personne n'en veut, ce que je peux comprendre. Après, Même la Chine. Quand il est au top, pour la Chine, je sais pas, mais quand il est au top, c'est évidemment un super joueur, quoi. Mais je pense que Zidane s'est fait une raison. Et Pérez lui a dit qu'il resterait dans son effectif. Et puis voilà, c'est ni Merguez ni Chipo pour moi. Bob, pour toi, c'est une Chipo? Ouais, c'est une Chipo parce que en fait, c'est simple. Il dit ça parce que Hazard s'est blessé. Tu fais un début de saison qui est assez difficile pour le Real. Zidane, il vient de recruter 2 joueurs, plusieurs, mais Mendy s'est blessé, Jovic il va être prêté potentiellement et Hazard s'est blessé. Il va pas en plus dire et en plus je vais virer Bale qui gagne 15 millions par an, qui a marqué plein de buts importants ces dernières saisons. Donc c'est logique quoi. Ok. Le fait que Coutinho signe au Bayern Munich, Merguez ou Chipo? Écoute, pour moi, c'est plutôt Chipo, ça, parce que Coutinho, c'est un vrai bon joueur. Je pense que le Barça, c'est trop grand pour lui. C'est un mec qui a besoin d'un environnement assez spécifique pour s'exprimer. C'est pas un leader en fait au niveau du mental. C'est un mec qui a besoin d'être dans une équipe qui tourne un petit peu. Et le Bayern, ça peut lui convenir parce que c'est un peu le genre de club pour un mec comme Coutinho, tu vois, un club déjà bien installé. Et je pense aussi qu'il avait besoin de se casser de la Catalogne parce que le mec il jouait un match sur 5. On l'a vendu comme on nous l'a vendu comme le nouveau Neymar parce qu'ils ont fait un achat panique au moment où Neymar s'est barré et du coup lui il a jamais encaissé ce statut et c'était pas sain pour lui de rester là-bas. Donc je pense que ça peut donner de très bonnes choses pour Coutinho au Bayern, plutôt Chipo. Bob? Moi Merguez du coup parce que je pense que c'est une bonne pioche pour le Bayern et ça a toujours été une énigme. Je pensais vraiment qu'il allait faire quelque chose au Barça. C'est un joueur qui est très fin techniquement et pour moi il pouvait très bien faire un excellent supplément, un trident avec Suarez et Messi. Il a jamais réussi à faire ça. Je sais pas trop pourquoi, parce qu'il avait un niveau excellent. Même avec le Brésil, il est quand même très bon. Donc voilà, je suis un peu déçu pour lui. Maintenant, je pense qu'il va largement rebondir au Bayern de Munich, parce que le Bayern de Munich, à mon avis, là, il est clairement titulaire devant de l'attaque du Bayern. Ah bah oui, il y a une place à prendre là avec le départ de Robben et Ribéry. Je pense il arrive comme titulaire, ça c'est sûr. C'est assez dommage aussi pour Paris parce que dans les discussions avec Barcelone dans le cadre de l'éventuel transfert de Neymar, Coutinho était clairement visé par Leonardo comme une valeur à échanger. Et je suis d'accord avec vous, hein, c'est un bon joueur. C'est un peu comme Rames qui avait été prêté par le Real au Bayern, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement c'est des clubs qui sont trop gros pour ce genre de joueurs, mais tu descends légèrement d'un cran et en fait ça en fait des super bons joueurs solides, fiables. Et je pense que je suis d'accord avec vous, hein, Coutinho c'est clairement Merguez et ça va marcher à Munich. Je vous rappelle, hein, la différence entre Merguez et Chipo. Merguez ça nous intéresse et Chipo on s'en fout. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu as dit juste avant, Christophe, par rapport à Coutinho, parce qu'en fait, Coutinho, il était très bon en Angleterre, mais Liverpool n'a jamais été aussi fort que à partir du moment où il s'est barré, en fait. C'est un mec alors quand il a les clés de l'équipe et qu'il est au top, vraiment, ça peut très bien tourner.
Mais après, ça rejoint ce qu'on disait. Dans les très gros clubs, tu peux pas donner les clés de l'équipe à un mec comme ça. Il y aura toujours un gars au-desdesù. Et alors à Liverpool, qui était le Liverpool émergent en fait, et le fait qu'il se casse, ça a totalement permis l'explosion de Mohamed Salah et l'épanouissement du trident avec Firmino et Mané, qui depuis est totalement indéboulonnable. Je suis pas trop d'accord avec ça, Marco, parce qu'en fait, il y a eu aussi, t'oublies quand même de mettre dans la balance finalement l'excellent transfert de Van Dijk. Ah oui, c'est pas le seul critère. Je suis d'accord avec toi. Il y a complètement. Parce que au final, c'est ça qui a fait basculer la balance du côté très très positif après le départ de Coutinho. Et après, avec Alisson. Et je suis pas d'accord aussi avec Christophe. La comparaison avec Rames, je trouve que Rames, ça a été un feu de paille. Je vois pas trop l'intérêt de ce joueur. C'est un peu un Di Maria-like. Oh, il a fait une bonne saison au Bayern avec Ancelotti. Ouais. Ah bon? Bah oui, quand même, il est champion. Hein. Ouais, il a fait une bonne Coupe du Monde avec la Colombie, il a bien joué avec Monaco, et après, voilà, quoi. Il a rien fait depuis, il a jamais, Il a rien fait à Madrid, ça c'est clair. Ouais. Il a rien fait à Madrid. Mais au Bayern, il était plutôt pas mal. Bah, c'est un peu comme Ozil, pardon de te couper, Christophe, c'est un peu comme Ozil, en fait. C'est un mec, si tu veux, Rames, hein, je parle, c'est le gaucher assez soyeux, assez sympa et avoir joué, mais quand même assez irrégulier. Et du coup, tu sais pas trop comment le faire jouer, le mec, parce qu'il peut te dribbler 3 gars et mettre lucarne, et ensuite les 5 matchs qui suivent, il est fantomatique. Donc c'est des mecs assez déroutants quand même. Bon, pour la dernière info mercato, écoutez, j'ai bien compris que c'était pas clair notre système merguez-chipot. Donc effectivement, maintenant on va décider que quand on dit merguez, c'est que ça nous intéresse pas, et quand c'est chipot, c'est bien. Ça vous va? Ouais, c'est parfait ça. Ok, donc on va l'essayer pour la dernière info mercato. Donc attention, grosse info, Alfred Gomis va signer à Dijon, donc le gardien sénégalais de la SPAL en Serie A va s'engager pour 4 ans avec Dijon. Est-ce que pour vous c'est merguez ou chipot? Je laisse répondre Marco en premier quand même. Non, là-dessus je vais laisser la parole à Bob. Vas-y Bob. Alors, je suis en train de checker qui est le gardien titulaire de Dijon. C'est Runarsson. C'est qui? C'est l'Islandais Runarsson. Moi j'ai toutes les infos, hein, je pouvais répondre. Hein. C'était le gardien numéro 1, Gomis de Spal? Parce qu'il me semblait que c'était l'Italien là qui est à 83 dans FIFA, là, qui finit en I comme tous les Italiens. Écoute, bonne question. Attends, je vais checker. Gardien Spal. Et vous préparez pas l'émission à l'avance, les gars? C'est qui le gardien de Spal, Marco? En tout cas, il est international sénégalais. Voilà, c'est ça. Diop. On peut dire que c'est merguez, hein? C'est complètement merguez. Enfin, ce qui est étrange, c'est de dire que Dijon recrute un gardien donc titulaire, hein, parce qu'il le recrute pour devenir le numéro 1, alors que clairement les problèmes de Dijon ne se situent pas enfin ils ont beaucoup de problèmes, mais disons que celui de gardien c'est peut-être un des derniers, quoi. Bon, c'est un bon début quand même d'acheter un numéro 2 de Spal pour le mettre numéro 1 chez soi. Bon, on est d'accord pour dire que c'est la dernière info merguez du mercato? Ouais, on valide. On est d'accord, ouais. Mais je ferais quand même bien un petit transfert entre Julie Gaillet et Salma Hayek, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé de ça, et ça manque. Ah, ça c'est clairement chipot. Écoutez Marco et Bob, merci d'avoir animé avec moi cette deuxième émission donc du Barbecue Ligue 1. On a bien débriefé la deuxième journée et un petit peu de mercato. On se retrouve donc dimanche prochain pour la troisième journée de Ligue 1. Alors sachant que il me semble qu'il y a une trêve internationale en fait, hein. Donc c'est peut-être pas dimanche prochain. Non, la trêve internationale, elle arrive après dimanche prochain. Donc dis-moi, c'est ça. Et donc on va avoir des matchs en semaine, si je me trompe pas. Ouais, t'as une journée le week-end prochain, 24-25, et ensuite une journée en semaine, et la trêve arrive début septembre. Le lundi 2, je crois que la trêve commence. Donc ce qui veut dire que là, je vous souhaite à tous les deux une excellente semaine, et on se retrouve donc dimanche prochain pour la troisième journée de Ligue 1. Salut les merguez. Ok, impeccable. Merci à toi Christophe. Salut Marco, salut Christophe.